Ce soir, on va parler de la théorie de l'esprit, qui est la capacité de comprendre comment les gens se sentent, ce qu'ils savent ou ce qu'ils souhaitent. Il y a des difficultés de théorie de l'esprit qui viennent avec les troubles de santé mentale comme des troubles psychotiques, puis ça a des impacts sur leur fonctionnement et puis sur leur rétablissement aussi. Donc, pour en parler, on va recevoir ce soir Dr. Thibodeau, qui est spécialisé dans la cognition sociale et la prise en charge des difficultés dans ce domaine-là. Et puis, elle sera en compagnie d'Astrid, qui est père aidante avec un savoir professionnel et expérientiel sur les troubles de santé mentale. Elles vont nous expliquer c'est quoi la théorie de l'esprit, les interactions avec les autres symptômes de la schizophrénie, comment intervenir auprès d'une personne qui a des difficultés à ce niveau-là. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, je vous passe la parole, mesdames. Merci beaucoup d'être là ce soir. Bonjour, ben d'abord, un grand merci de nous recevoir, Astrid et moi. Donc, je vais commencer le partage du PowerPoint. Ouais. Est-ce que c'est bien visible? Ça va? OK, excellent. Donc, comme Tania l'a bien dit, ben, ce soir plutôt, on est habitué de parler en journée quand on donne des conférences. Ce soir, on va discuter justement de théorie de l'esprit dans les troubles psychotiques pour essayer de se trouver aussi des trucs pour comprendre pourquoi des fois c'est difficile de comprendre les autres, puis comment on fait pour essayer de pallier à ces difficultés-là. Donc, je suis prof-chercheur, mais je suis aussi neuropsychologue, donc vous allez probablement le remarquer un petit peu là, dans la présentation. Puis je m'intéresse justement à la prise en charge. Donc, on a tenté là, de vous trouver des trucs là, pour vous aider au-delà d'accéder à des interventions, mais des trucs aussi que vous allez pouvoir mettre en place là, dans votre quotidien. Donc, ben, je pense que Tania l'a quand même bien déjà nommé. On va discuter un petit peu plus. On va commencer par se donner des définitions, être sûr qu'on parle tous de la même chose, hein. Ça va être un bon point de départ. On va discuter un peu de comment ça se développe, les difficultés de cognition sociale, puis c'est quoi les liens aussi avec les autres symptômes. On va parler des impacts au niveau du fonctionnement, au niveau de l'estime de soi, de ces difficultés-là, puis on va finir avec les pistes d'intervention. Puis pour chacun de ces blocs-là, ben, moi, je vais apporter un savoir qui est plus théorique, alors qu'Astrid va pouvoir nous apporter plus son savoir expérientiel. Donc, ça va nous donner un bon maillage là, des savoirs pour chacune de ces thématiques-là. Donc, si on regarde un petit peu ensemble, c'est quoi la cognition sociale? Parce qu'on parle de théorie de l'esprit ce soir, qui est une fonction de la cognition sociale, mais ça se présente dans un ensemble de fonctions. Donc, la cognition sociale, c'est toutes les fonctions cognitives, tous les processus mentaux qui nous permettent de soutenir nos interactions sociales. Donc, ça veut dire être capable de percevoir puis d'interpréter les indices dans notre environnement. Être capable de voir, par exemple, qu'une personne est triste, être capable d'interpréter que c'est de la tristesse, mais c'est aussi d'être capable de guider nos comportements durant les interactions sociales pour bien s'ajuster à l'autre. Donc, être capable de percevoir la tristesse, oui, mais après, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment j'agis? Dans mes comportements. Puis, on va s'intéresser principalement à quatre fonctions dans les troubles psychotiques où on va retrouver un petit peu plus de difficultés. Donc, le traitement des informations émotionnelles, la perception sociale, la théorie de l'esprit sur laquelle on va focuser beaucoup ce soir, puis le style attributionnel. Donc, on va les regarder très brièvement, là, vraiment juste pour se donner une compréhension commune de ce que c'est, là, sans trop rentrer dans le détail. Donc, au niveau du traitement des informations émotionnelles, c'est quoi que ça nous permet de faire en fait? Ça nous permet de percevoir les émotions des autres, puis d'utiliser ces émotions-là pour orienter nos interactions sociales, réguler aussi nos réactions avec les autres. Fait qu'on va avoir des processus un peu plus de bas niveau où ça va être vraiment la reconnaissance des émotions. Regarder le visage de quelqu'un, écouter l'intonation de sa voix, regarder comment son corps est positionné pour nous donner un peu des indices sur c'est quoi l'émotion que cette personne-là, elle va vivre. Puis on a des processus de plus haut niveau qui sont vraiment plus de comprendre puis de gérer mes émotions. Donc, quand il m'arrive quelque chose, est-ce que je vais avoir tendance à avoir, par exemple, une grosse réaction avec beaucoup d'anxiété ou vraiment me mettre en colère très facilement, ou je vais être capable de garder un peu plus mon calme. Donc, ça va être ça vraiment le volet plus régulation de mes émotions. Puis dans les troubles psychotiques, on a aussi quelque chose, puis pas uniquement dans les troubles psychotiques, mais entre autres, on a ce qu'on appelle l'alexithymie, qui est vraiment une difficulté qu'on peut avoir à identifier ses propres émotions. Donc, sentir qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, qu'on n'est pas bien,
mais on peut avoir de la misère à mettre le doigt sur c'est quoi cette émotion-là. Puis ça peut faire en sorte qu'on va avoir après ça de la difficulté à l'exprimer. Donc, on va en parler un petit peu plus tantôt, mais ça va venir jouer aussi sur nos interactions avec les autres parce que si on n'est pas capable de bien identifier nos émotions puis de bien les manifester, ben nécessairement les autres risquent de moins bien nous comprendre aussi. Si on regarde au niveau de la perception sociale, je vais vous résumer cette diapositive-là, qui est la dernière phrase, en fait, de la diapositive. C'est vraiment le traitement du contexte dans lequel on va se trouver. Donc, par exemple, si vous allez dans un restaurant, ben, il y a toujours une suite d'actions prévisibles qui va se produire. Ça, on appelle ça des scripts sociaux. Donc, si j'arrive au restaurant, ben, je vais savoir qu'il faut que j'attende, par exemple, pour que quelqu'un vienne me placer. Je vais comprendre quand quelqu'un va arriver avec des verres d'eau puis un grand livre où est-ce qu'il y a des choses écrites dedans. Donc, en gros, il y a une séquence d'actions que je connais dans mon monde social, ce qui va faire en sorte que quand le serveur arrive avec la facture, ben, je ne ferai pas un saut. Je vais savoir qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'il vient faire ici. Donc, ça nous permet d'automatiser beaucoup plus qu'est-ce qu'on comprend du monde social, puis pas avoir justement à tout le temps se poser des questions sur qu'est-ce qui s'en vient ensuite et tout ça. Donc, la perception sociale, c'est vraiment justement être capable de traiter l'information du contexte dans lequel on va se trouver. Notre style attributionnel, c'est vraiment la façon dont on va s'expliquer les causes ou qu'on va donner un sens aux événements sociaux puis aux interactions sociales. Donc, je vous donne un exemple. Vous arrivez en retard à un restaurant. Vous étiez censé rejoindre un ami pour le souper, puis vous arrivez en retard. Comment vous vous expliquez cette situation-là? Donc, si vous avez tendance à avoir des biais un peu plus personnels, ben, vous allez tout mettre sur votre faute. Vous allez vous blâmer. C'est de ma faute, j'ai pas regardé comme il faut l'heure, je suis tout le temps en retard. Donc, on va se taper sur la tête. Si on a des biais qui sont plus externes, ben là, on va plus avoir tendance à blâmer les autres. Donc, on va se dire, ben, il y avait juste à choisir un restaurant que je connais bien, là. Ça, c'était un nouveau restaurant, je savais pas où aller. C'était compliqué pour rien, c'est pas de ma faute. Situationnel, c'est plus on blâme la situation ou on s'explique plutôt les choses par la situation. Donc, ben, c'est pas ma faute, en fait. Là, il y avait du trafic que je pouvais pas prévoir parce qu'il y a eu un accident. Donc, je suis arrivée en retard. C'est des choses qui arrivent. Donc, c'est certain que vous et moi, peu importe qu'on ait un diagnostic ou qu'on n'en ait pas, on a tous des biais dans notre vie de tous les jours ou une propension un peu plus marquée à utiliser un style ou l'autre. Là où ça devient un biais, c'est quand je vais presque systématiquement utiliser toujours des interprétations, par exemple, juste où je me blâme tout le temps, où je blâme tout le temps les autres, puis que là, ben, ça vient avoir des impacts sur mes relations avec les autres, mon fonctionnement. C'est là qu'on va commencer à parler d'un biais d'attribution à ce moment. Je termine avec la théorie de l'esprit, hein, notre vedette de la soirée. Donc, la théorie de l'esprit, c'est la capacité à comprendre puis inférer les états mentaux des autres. Fait qu'un état mental, ce que c'est, ça peut être plein de choses. Ça peut être l'intention d'une personne, ses émotions, ses croyances. Pour pouvoir ben, inférer l'état mental, comprendre ce qui se passe dans la tête d'une autre personne, on a besoin de considérer deux informations. On a besoin de considérer la personne, puis le contexte dans lequel elle va se trouver. Je vous donne un exemple. Si on a une personne ici qui exprime une émotion, si on analyse un peu ensemble, ben, généralement, une personne qui a le visage comme ça entre les mains, qui semble être en train de pleurer, généralement, on va se dire, ben, elle est probablement triste. Donc, avec juste ma reconnaissance des émotions, j'ai attribué que cette personne-là, elle était triste. Mais si je viens rajouter un contexte à cette situation-là, ben là, je vois un homme qui est agenouillé devant elle avec une petite boîte. Fait que là, hop, je vais retourner utiliser mes connaissances sociales pour traiter le contexte, puis je vais me dire, ça ressemble à une demande en mariage, puis d'habitude, les gens qui se font demander en mariage, on l'espère pour eux, ils sont contents. Donc, probablement que cette dame-là, elle pleure, mais elle n'est pas triste. Elle pleure parce qu'elle est contente. Donc, la théorie de l'esprit, ça demande qu'on se concentre pas juste sur la personne qui est devant nous, mais aussi qu'on vienne considérer qu'est-ce qui se passe dans la situation pour être capable d'avoir toutes les informations en fait qu'on a besoin pour faire le moins d'erreurs possible. Parce que pas faire d'erreurs, c'est une grosse pression qu'on se met. On en fait tous des erreurs, c'est normal. Euh, mais ça nous évite en fait de sauter peut-être trop vite aux conclusions puis en se concentrant juste sur la personne. Puis, ben, pour être capable de faire ce travail-là,
il faut qu'on soit capable de se détacher de notre propre perspective à nous. Il faut qu'on soit capable de comprendre que ce qui se passe dans notre tête, ce que nous, on sait, comment on se sent, qu'est-ce qu'on veut, c'est différent de ce que, probablement différent de ce qui se passe dans la tête de l'autre personne. Donc, il faut être capable de faire abstraction justement de ce qui se passe dans notre tête à nous pour être capable, en fait, de vraiment se mettre à la place de l'autre. Un dernier petit mot sur la théorie de l'esprit. On a deux portraits différents. Il y a certaines personnes qui vont avoir tendance à beaucoup surinterpréter les états mentaux. Donc, qui vont avoir tendance à se dire, à prêter, par exemple, des intentions aux autres. Donc, par exemple, quelqu'un nous dit bonjour, puis ça escalade, puis nous, on pense que la personne est fâchée après nous, puis là, on se met à spinner ça un peu dans notre tête. Donc, on surinterprète les états mentaux, alors que d'autres personnes pour qui ça va être un peu le contraire, on va sous-interpréter les états mentaux, c'est-à-dire que on va interpréter les choses de façon plus concrète. Donc, par exemple, si quelqu'un utilise du sarcasme avec nous, ou est-ce qu'il faut comprendre le deuxième degré, ben à ce moment-là, on ne va pas le détecter. Donc, c'est plus un profil de sous-interprétation. Donc, c'est pas tout le monde qui présente des difficultés de la théorie de l'esprit exactement de la même façon. Je disais, je termine pour vrai ici. La réciprocité sociale, hein, parce qu'on a beaucoup parlé de percevoir puis comprendre l'autre, mais il faut aussi être capable de s'ajuster à l'autre. Donc, la réciprocité sociale, c'est une composante importante de la cognition sociale, c'est d'être capable de s'engager de façon appropriée sur le plan émotionnel et social dans nos interactions avec les autres. Donc, ça inclut d'être conscient des indices interpersonnels de l'autre, de s'adapter à ces indices-là, mais aussi d'être capable de s'engager émotionnellement dans une interaction là, avec les autres. Ah mon Dieu, je finis pas, excusez-moi. Je me souviens plus que j'avais rajouté ça. Juste un petit mot, je ne veux pas rentrer dans la technicalité de tout ça, mais simplement vous dire, je pense que vous l'aurez peut-être compris là, dans les diapos précédentes, mais la cognition sociale, c'est un ensemble de fonctions, donc ils sont toutes interreliées, puis sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Mais généralement, on va considérer que la reconnaissance des émotions puis la perception sociale, c'est comme une base nécessaire à notre théorie de l'esprit. On a besoin que ces deux morceaux-là, ils fonctionnent bien pour que notre théorie de l'esprit puis nos biais d'attribution fonctionnent bien. Puis on va avoir tendance à penser aussi que notre capacité à bien comprendre les états mentaux des autres, ben ça va expliquer beaucoup les comportements sociaux ensuite. Donc, comment je vais être capable de venir m'ajuster avec ce que j'ai compris. Et nos capacités de cognition sociale, encore une fois, elles opèrent pas seules, elles opèrent avec des fonctions cognitives qu'on va dire non sociales, notre attention, notre mémoire, nos fonctions exécutives, donc tout ce qui est s'inhiber, planifier notre pensée, etc. On va en reparler un petit peu plus tantôt. Mais nos comportements sociaux, ils vont être aussi influencés, oui, par la cognition sociale, mais également par nos habiletés sociales. C'est deux choses qui sont différentes. Il y en a une qui est cognitive, puis il y en a une qui est plus au niveau de notre comportement. Donc, pour avoir des comportements sociaux qui sont bien ajustés, il faut que je sois capable de m'affirmer, il faut que je sois capable de bien communiquer avec l'autre, ce qu'Amélie va aborder le mois prochain dans sa conférence. Il faut être capable d'écouter l'autre. Donc, il y a beaucoup d'autres éléments qui sont importants. Fait que ce soir, on se concentre sur une petite portion de la cognition sociale, mais il ne faut pas oublier que ça s'inscrit aussi dans quelque chose de plus large. Puis là, je termine pour vrai avec cette diapositive-là avant de laisser la parole à Astrid. Je voulais juste vous amener cette diapositive-là parce que je la trouve intéressante, parce que des fois, on peut avoir tendance à voir nos difficultés cognitives comme quelque chose d'un peu défaitiste, hein, de se dire, ben, j'ai ces difficultés-là, ça va avoir des impacts sur mon fonctionnement, puis je peux un peu rien y faire, mais c'est pas tout à fait vrai. Dans le cas de la cognition sociale, on a notre cerveau social ici. En gros, c'est toutes nos structures, nos réseaux cérébraux qui soutiennent notre cognition sociale. Puis quand ils sont bien préservés, notre cognition sociale risque d'aller plutôt bien. Et quand notre cognition sociale va bien, ben, on risque d'être plus capable d'ajuster nos comportements sociaux. Puis quand nos comportements sociaux sont bien ajustés, on risque de bien fonctionner. Mais le contraire est aussi vrai. La relation, elle va dans l'autre sens. Si j'ai accès à des opportunités d'être dans des réseaux sociaux, pas au sens d'informatique, là, mais réseaux sociaux, par exemple, je suis bien intégrée dans un milieu de travail, on me laisse de la place dans des groupes de soutien, des choses comme ça. J'ai dans mon groupe d'amis, dans ma famille, bien, plus j'ai accès à un bon fonctionnement, plus ça risque de bien modeler mes comportements sociaux, plus je risque de développer une bonne cognition sociale, puis plus ça risque d'avoir un effet positif sur mon cerveau. Puis ça, c'est lié à nos principes de neuroplasticité. Donc,
l'environnement dans lequel on évolue va avoir une influence sur comment notre cerveau fonctionne, si on le résume comme ça. Puis je pense qu'il y a des études intéressantes à nommer ici qui nous montrent justement que la taille de notre réseau social, il corrèle significativement avec nos capacités de théorie de l'esprit. Donc ça vient appuyer un petit peu cette idée-là. Donc de ne pas juste penser que ben mon cerveau il est fait comme ça, je suis un peu je suis pris avec ça. Le fait de s'exposer à des situations sociales puis avoir des opportunités positives, ben, ça nous donne des chances aussi que les choses fonctionnent bien au niveau de notre cognition. Donc là, je laisse la parole pour vrai. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, c'est Astrid, je vais vous parler de mon expérience personnelle, mon expérience vécue. Dans cette partie-là, Elisabeth expliquait plutôt comme en général, donc je vais pas rentrer encore dans mon savoir expérientiel de personnes qui vivent avec un diagnostic de santé mentale. Je vais plus vous parler un petit peu de mon expérience, en tout cas des choses qui ont en lien avec la théorie de l'esprit. Juste pour que vous ayez un petit contexte sur la suite aussi qui va venir. Moi, j'ai vraiment une personnalité. Elisabeth parlait des deux types de personnes. Moi, je suis plus à surinterpréter, suranalyser en général, être un peu dans overthink, tout ça. Puis je viens d'une famille dysfonctionnelle, donc comme j'ai vraiment grandi dans un climat comme qui était vraiment plus propice à me remettre en question, c'était tout le temps de ma faute, ce genre de choses-là, puis ça a vraiment un peu formé ma façon de penser par rapport à ça. Comme en grandissant, j'ai vraiment développé des façons de me comporter par rapport aux autres. Par exemple, comme quand j'étais avec mes amis, j'avais tout le temps tendance à analyser des situations et me dire, OK, je pense que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. J'avais tendance à souvent m'excuser, souvent pour des situations qu'il n'y avait même pas de mal qui avait vraiment été commis, ou alors j'avais interpréter la situation, je me disais, OK, la fois où j'ai dit cette phrase-là, je pense que j'ai fait du mal à quelqu'un, puis je pense que ça mériterait que je m'excuse, puis j'avais tout le temps tendance à beaucoup m'excuser ou à ressentir de la culpabilité dans des situations où il n'y avait pas vraiment, où il y avait pas vraiment besoin. Puis chaque interaction sociale, en fait, après, quand je rentrais chez moi, j'avais tout le temps cette tendance à analyser, puis à interpréter, puis me dire, OK, le mouvement, je remettais en fait le film de la situation dans ma tête, je le repassais dans ma tête, puis j'avais tendance à comme trouver des problèmes en fait là où il n'y en avait pas. Donc ça c'est juste pour poser un peu le contexte, puisque c'est ce qui c'est un peu ce trait de caractère-là qui s'est aussi montré dans mes épisodes de problèmes de santé mentale. Donc je vous en parlerai tantôt. Merci, Astrid. Merci beaucoup, Astrid. J'ai hâte d'entendre la suite. Euh, on va parler maintenant, maintenant qu'on a un vocabulaire commun, on va pouvoir parler un petit peu de la trajectoire des difficultés de théorie de l'esprit, puis regarder un peu les liens justement avec les symptômes cliniques qu'on retrouve dans les troubles psychotiques. Donc, juste un petit rappel, probablement que je ne suis pas la première personne à vous présenter cette figure-là, mais grosso modo, dans les troubles psychotiques, on va parler d'un trouble qui est neurodéveloppemental. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un trouble où on va pouvoir déjà observer certaines particularités à l'enfance. Encore là, c'est des questions de moyenne, hein. Donc, chez certaines personnes, on ne va rien observer. Chez d'autres personnes, on va beaucoup en observer. Donc, on le prend avec un grain de sel. Mais dans l'enfance, généralement, on va pouvoir déjà observer certaines particularités, des fois des délais ou juste une façon non typique ou atypique de se développer sur le plan social, sur le plan moteur, sur le plan cognitif. Mais on n'a pas de symptômes à l'enfance là, de façon générale. Ça va être vraiment au niveau de l'adolescence où le trouble va généralement émerger, adolescence, début de l'âge adulte, où on va avoir une phase de prodrome, là, donc dans laquelle on va pouvoir commencer à voir que notre fonctionnement commence à décliner. Puis c'est là qu'on va voir certains symptômes, soit brefs, donc avec une certaine intensité, mais qui ne durent pas longtemps dans le temps, ou des symptômes plus atténués, donc qui vont pas atteindre un critère clinique là, au plan diagnostic, mais qui vont quand même être présents puis qui sont dérangeants pour la personne. Et où on situe la cognition ici, ben, c'est à partir de ce moment-là. C'est là qu'on va commencer, à partir du prodrome, à voir qu'on va avoir une sous-performance cognitive là, qui est observée. On ne parle pas généralement de difficulté à ce stade-là, mais on va déjà commencer à voir que ça commence à être plus difficile au niveau de notre cognition.
Mais ça va être vraiment au niveau de la phase psychotique que là, on va voir que c'est là hein, souvent qu'on va avoir notre déclin fonctionnel important qui va se manifester. On va souvent avoir nos symptômes particulièrement positifs de désorganisation comme nos hallucinations, nos idées plus délirantes qui vont se présenter. Mais c'est aussi là qu'il va y avoir une émergence de nos difficultés cognitives de façon beaucoup plus marquée. Puis par la suite, ben, tout le monde évolue différemment, hein. Donc, il y en a qui vont se remettre, qui feront jamais d'épisode psychotique par la suite. Il y a d'autres personnes qui vont avoir un peu plus des hauts et des bas, mais qui vont malgré tout être dans une amélioration. Puis il y a d'autres personnes qui vont maintenir des symptômes persistants. Puis ces symptômes-là, oui, ils vont concerner les symptômes positifs, négatifs que vous connaissez bien, mais ça va concerner aussi les difficultés cognitives qui vont avoir tendance à se maintenir à travers le temps. Puis si on regarde un petit peu justement ces courbes-là, ben, vous avez la première ligne qui sont les personnes qui sont à ultra haut risque, là, comme on appelle, d'avoir un trouble psychotique. Donc les personnes qui sont des proches de premier degré, donc des enfants, par exemple, de parents qui ont un trouble psychotique, dont moi je suis par ailleurs, qui vont avoir tendance souvent à performer un petit peu en dessous de la moyenne de ce qui est attendu. Notre moyenne est à zéro. Puis dans nos différentes fonctions cognitives, on va voir qu'on va sous-performer un petit peu. Mais ça va être vraiment quand on va avoir notre premier épisode psychotique, donc notre deuxième ligne ici, qu'on va voir qu'il y a une difficulté qui va s'installer et qui va se maintenir par la suite quand on évolue avec des symptômes plus persistants. Et la cognition sociale, ben, elle suit le même patron que le reste de notre fonctionnement cognitif. Puis ce qui est important de noter, c'est que, parfait, on parle de où on se situe hein, sur une courbe, c'est des chiffres, c'est pas si important que ça, mais la chose qui est importante à savoir, c'est que les difficultés cognitives, ben, c'est une des choses qui est rapportée comme les plus dérangeantes dans le quotidien, puis particulièrement au niveau de la cognition sociale, donc on doit s'y intéresser, pas à cause des chiffres, mais parce que ça dérange, puis ça nuit au rétablissement. Puis moi, je me suis intéressée beaucoup à cette question-là des liens entre la théorie de l'esprit puis les symptômes cliniques. Je voulais comprendre parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui s'entrecoupaient. Donc, je voulais savoir un peu c'était quoi les liens. On a fait une grosse méta-analyse où ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on prend plein d'études qui ont regardé la relation entre la théorie de l'esprit puis les différents symptômes des troubles psychotiques. On les met tous ensemble, puis on regarde un peu qu'est-ce qui ressort de ça. Puis ce qu'on voyait en fait là, dans notre méta-analyse, c'est qu'il y avait des relations qui étaient vraiment plus fortes entre la théorie de l'esprit puis les symptômes qu'on va dire cognitifs et de désorganisation. Donc surtout nos difficultés d'abstraction qui sont notre capacité à venir un peu dégager des concepts un peu plus abstraits, être capable de manipuler des concepts abstraits dans notre tête. C'est ça qu'on fait hein, quand on attribue des états mentaux. C'est super abstrait un état mental. On n'a pas vraiment on peut pas toucher ça, un état mental, donc ça demande de l'abstraction. Puis même chose au niveau de la désorganisation conceptuelle, donc être capable de bien organiser ma pensée pour être capable de comprendre l'autre. Mais c'est associé aussi aux symptômes négatifs et positifs. Donc moi, je vous propose de juste regarder comment sont liés plus spécifiquement, comment ces symptômes-là peuvent s'inter-influencer. Donc si on regarde au niveau des symptômes cognitifs, en général, on va considérer que la cognition qu'on va dire non sociale, donc mon attention, ma mémoire, c'est un peu une base nécessaire à ma théorie de l'esprit. Puis en fait, ça a du sens parce que quand on est dans une interaction sociale avec les autres, ça va vite, il se passe beaucoup de choses. J'ai besoin de porter attention. Il faut que je porte attention à la bonne place. Il faut que je divise mes capacités attentionnelles pour porter attention à plusieurs choses aussi. Il faut que j'ignore les informations qui ne sont pas pertinentes. Ça, c'est mon inhibition dans mes fonctions exécutives. Il faut que je sois capable d'exprimer clairement ma pensée. Ça, c'est le langage, puis ça, je le laisse à Amélie pour sa présentation. Il faut être capable de se souvenir d'informations importantes en lien avec la personne qui est devant nous aussi. Il faut être capable de traiter rapidement les informations parce que ça va vite, les interactions sociales. Puis, il faut être capable aussi, des fois, de remplacer une hypothèse qu'on s'était fait par une nouvelle parce qu'on a des nouvelles informations. Donc, tout notre fonctionnement cognitif, qu'on va dire non social, il est important pour les étapes de la théorie de l'esprit. Puis c'est ce qu'on avait vu aussi dans une autre méta-analyse qu'on avait fait avec des collègues qui nous montraient qu'il y avait effectivement une association qui était modérée entre la théorie de l'esprit puis toutes les fonctions cognitives non sociales. Puis il n'y a pas de différence dans la force des relations. Ils sont toutes associés pareil, donc ils sont toutes aussi importantes pour la théorie de l'esprit les unes que les autres. Mais encore une fois, quand on va voir au niveau des fonctions exécutives, ben, c'est toujours notre abstraction qui va ressortir. Donc ça, je pense que c'est le message que vous pouvez retenir ce soir, c'est celle-là, notre fonction cognitive peut-être là, qui est la plus fortement associée à la théorie de l'esprit.
Donc, si on a des difficultés d'abstraction, il y a des bonnes chances que ça soit plus difficile pour nous au niveau de la théorie de l'esprit. Sinon, si on regarde les liens avec les symptômes négatifs, donc en fait, il y a certains auteurs, dont Pelletier-Baldelli que je cite ici, qui eux vont jusqu'à suggérer en fait que nos difficultés, nos symptômes négatifs plutôt, seraient un peu une manifestation comportementale de nos difficultés de cognition sociale. C'est une hypothèse, je pense on peut en débattre. Mais l'idée, en fait, c'est qu'il y a vraiment un recoupement important entre nos difficultés de cognition de théorie de l'esprit puis nos difficultés au niveau des symptômes négatifs. Puis si on se concentre vraiment sur la théorie de l'esprit ici, ce que les évidences nous montrent, en fait, c'est qu'ils vont surtout être impliqués dans tout ce qui est des symptômes négatifs qu'on va dire expressifs. Donc, notre affect qui est plus plat, donc quand on a une réduction marquée au niveau de nos expressions émotionnelles, ou l'alogie. Donc, quand on a plus de difficultés à trouver nos mots, à s'exprimer de façon plus riche, ben tout ça, c'est des choses qui vont faire en sorte que c'est plus difficile de bien exprimer notre besoin, nos idées aux autres, et ça risque ensuite de venir interagir avec l'autre personne. Donc, si on ne s'exprime pas clairement, que la personne ne nous a pas compris, il y a des bonnes chances qu'elle ajuste son comportement sur ce qu'elle a mal compris, puis là, ben, ça fait évoluer notre interaction de façon peut-être pas toujours souhaitée. Donc, au niveau des symptômes négatifs, c'est surtout ça qui va ressortir. Puis finalement, si on regarde le lien avec les symptômes positifs, en fait, la difficulté à inférer les états mentaux en théorie de l'esprit, ils vont beaucoup interagir et se nourrir un l'autre avec ce que, bon, les idées délirantes, j'aime pas beaucoup ce terme-là, je le trouve un peu stigmatisant. J'aime mieux dire des idées cristallisées parce que je trouve aussi que c'est plus proche de ce que c'est. Donc, des idées cristallisées dans la psychose, donc quand on a vraiment une idée qui est presque inébranlable, qu'on a de la difficulté à venir changer notre regard, notre perspective, ben c'est sûr que si je fais des erreurs d'interprétation des gens autour de moi, ben ça va venir nourrir cette idée-là, par exemple, que l'autre me veut du mal. Puis après ça, ben, je vais venir interpréter au regard de cette idée-là les états mentaux et ainsi de suite. Donc, ça fait comme une boucle un peu sans fin. Donc, ils vont venir se nourrir là, les uns et les autres. Puis même principe avec les biais cognitifs, les biais d'attribution, si je saute rapidement aux conclusions, si j'ai de la misère à intégrer des nouvelles informations qui vont un peu à l'encontre de mon hypothèse initiale, si j'ai des biais d'attribution comme on a vu tantôt, ben ça aussi, ça va venir interagir avec mes idées plus cristallisées. Donc, en gros, les difficultés de théorie de l'esprit sont vraiment étroitement reliées à nos différents symptômes dans les troubles psychotiques. Donc, ils peuvent, eux, contribuer à ces symptômes-là, mais nos symptômes cliniques aussi, ils peuvent interagir. Donc, oui, c'est important de se concentrer sur les symptômes cliniques quand on veut essayer d'aider une personne à aller mieux. Mais si on maintient nos difficultés de théorie de l'esprit, ça se peut qu'on se tire un petit peu dans le pied parce que ce morceau-là, il va rester, puis ça se peut qu'il vienne entretenir mes symptômes aussi. Donc, je laisserai la parole à Astrid sur cette thématique-là. Oui, alors en fait, moi j'ai fait deux psychoses, puis deux épisodes psychotiques dans ma vie, puis les deux avaient un gros point commun. C'est qu'en fait j'avais vraiment un gros biais d'attribution personnelle, donc c'est-à-dire je pensais que tout était de ma faute dans toutes les hallucinations que j'ai eues. En fait, à chaque fois j'ai fait ce qu'on appelle en anglais un guilt trip, donc vraiment un délire de culpabilité les deux fois. Donc c'est par exemple, je vais vous donner plusieurs exemples, mais par exemple, j'ai un animal de compagnie, c'est un chat, puis je trouvais qu'elle avait l'air triste. En fait, à un moment donné, quand j'étais en pleine psychose, je trouvais qu'elle avait l'air triste, puis ça, j'ai complètement bâti en fait une conclusion par rapport à ça. Je me suis dit, si mon chat est malheureux, ça doit être que il lui manque quelque chose. Donc du coup, je regardais, elle a de la nourriture, elle a de l'eau, elle a tout ce qu'il faut, la laitière est propre. Puis là, je me suis dit, ok, ça doit être autre chose. Puis je me suis imaginé, ben en fait, elle est malheureuse parce que c'est sa maîtresse, c'est moi qui la rend malheureuse parce que visiblement tous ses besoins sont comblés, donc ça doit être moi, c'est moi la fautive. Puis là, en fait, je me suis mise à me dire, à inventer complètement que, en fait, je maltraitais mon chat, que j'étais violente avec elle. Puis à partir de là, ça a complètement inventé des souvenirs dans ma tête où je me suis dit, bah oui, je me rappelle en fait que j'ai été violente avec elle, etc. Puis là, je me suis mise à appeler.
ma famille, puis à leur raconter qu'il fallait m'éloigner de mon chat parce qu'elle était malheureuse, pas parce qu'elle était malheureuse, mais parce que j'ai complètement pété un plomb, puis que j'ai été violente avec elle, alors qu'en réalité, quand mes proches se sont mis à essayer de décomposer un peu la situation avec moi, puis à analyser un peu d'où c'était parti cette idée-là, ben c'est juste parti que mon chat avait l'air triste et je savais pas d'où. Donc en fait, j'ai fait un peu la théorie de l'esprit avec mon chat, donc genre, c'est possible avec les animaux visiblement. Puis il y a aussi en fait, ça a vraiment bâti comme des conclusions qui ont l'air vraiment euh, c'est pas que j'ai été bornée sur mon idée là, mais c'est juste que les liens de cause à effet ont l'air absolument imparables au moment où on les vit. Donc, ça a l'air vraiment très, très logique. Genre, par exemple, j'étais à l'hôpital avec ma cousine qui m'a emmenée à l'hôpital justement, quand j'ai appelé tout le monde en disant que je battais mon chat. Donc, avec mon accord, on a été à l'hôpital, puis je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Puis il y a eu plusieurs heures d'attente en fait. Donc ma cousine a attendu avec moi à l'hôpital. Puis j'étais vraiment mal à l'aise c'était un samedi. Puis elle avait d'autres choses à faire. Elle a des enfants. J'étais vraiment mal à l'aise qu'elle reste avec moi à attendre le médecin alors que j'aurais pu attendre toute seule aussi. J'aurais juste pu attendre. Et j'ai ressenti beaucoup d'amour. Puis j'étais vraiment, je m'excuse, je suis un peu touchée. J'étais vraiment très touchée du temps qu'elle passait avec moi, de sa patience. J'avais beaucoup d'anxiété, j'étais très agitée, j'avais beaucoup de pensées qui venaient à ce moment-là dans ma tête, puis je voyais elle était solide, puis elle était là pour moi. Puis j'ai vraiment ressenti beaucoup d'amour, puis j'ai ressenti tout son amour pour moi. Et en fait, à ce moment-là, c'est vrai qu'elle m'aime fort, puis je l'ai bien analysé, puis c'était une bonne conclusion. Mais à ce moment-là, j'ai commencé encore dévier sur des hallucinations, par exemple, où je me disais, ben, si elle m'aime si fort, c'est qu'il y a autre chose. Mais en fait, peut-être que c'est pas ma cousine, peut-être que c'est mon amoureuse, peut-être qu'on est mariés. Ah, puis au fait, j'ai mal au ventre. Mais peut-être que je suis enceinte. Peut-être qu'en fait, on est un couple, puis peut-être que je suis enceinte, puis en fait, on est à l'hôpital parce que je suis enceinte. Puis là, j'ai complètement, encore une fois, dérivé, alors qu'en fait, l'analyse que j'avais fait au départ, c'était que ma cousine m'aimait très fort, puis c'était pas faux. Et puis j'avais des preuves de son amour, mais ça a encore une fois dérivé avec les symptômes psychotiques où j'ai encore comme complètement dévié alors que le sentiment de départ l'analyse de départ était bonne. Donc, il y a donc c'était ça mes deux exemples un peu où au départ, l'analyse que j'ai faite des pensées de ma cousine était bonne, mais c'est juste, la maladie a embarqué, et puis a complètement dérivé sur autre chose. Donc, c'était ça un petit peu mes petites illustrations, à travers mon expérience. Merci Astrid, t'es pile poil en en fait sur la thématique qu'on vient de discuter. Là, je trouve que tu as fait un super lien entre comment les difficultés de cognition sociale viennent vraiment s'entremêler avec les symptômes psychotiques, puis ça vient comme faire un espèce de roue sans fin, là. Ton illustration est bonne, puis merci de ton ouverture aussi. Je sais que ça doit pas être facile des fois de partager des choses plus crues comme ça, là. Merci beaucoup. Euh, Super. Fait que maintenant, on va passer sur les impacts des difficultés de théorie de l'esprit sur le fonctionnement puis sur l'estime de soi. Euh, je vous ramène ma figure. En fait, on la repasse pas ensemble, évidemment. Je voulais juste attirer votre attention sur l'âge à laquelle va débuter généralement les premières psychoses, hein, l'adolescence, le début de l'âge adulte. C'est vraiment une période dans laquelle on est en train de complètement se développer au niveau de notre identité, au niveau de nos relations sociales, au niveau de qu'est-ce qu'on veut faire dans notre vie. C'est le moment où est-ce qu'on a nos premiers chums, premières blondes. C'est le moment où est-ce qu'on a nos premiers emplois, où est-ce qu'on est en train d'aller à l'école pour choisir qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. C'est peut-être le moment où on part en appartement. C'est le moment aussi où on détermine un petit peu, ben, moi, je suis qui comme personne, c'est quoi mes valeurs comme jeune adulte et tout ça. Donc, le fait d'avoir un trouble psychotique qui va émerger à ce moment-là, ben, c'est pas anodin, hein. Donc, ça va avoir un impact qui est important
directement. Donc, par exemple, je suis obligée d'arrêter l'école, je suis obligée d'arrêter de travailler euh, pendant que la situation doit être gérée. Mais ça peut amener aussi des contre-coups par la suite parce qu'il y a peut-être des phases de mon développement que j'ai pas pu faire comme les autres jeunes adultes de mon âge. Puis ça va avoir un impact notamment au niveau social puis au niveau de notre cognition sociale. Fait que ça, je pense que c'est important à garder en tête. Euh, et si on se ramène en fait justement aux difficultés de cognition sociale, ben on sait qu'il y a énormément d'études maintenant qui nous l'ont montré. Les difficultés de cognition sociale y ont un impact plus direct sur notre fonctionnement que le reste de notre fonctionnement cognitif. Ça ne veut pas dire que c'est pas important d'avoir une bonne attention, une bonne mémoire, mais ce que ça veut dire, c'est que quand on rentre la cognition sociale dans l'équation, c'est elle qui vient prendre pas mal toute la variance. Fait que ça veut dire que quand on a des difficultés de cognition sociale, il y a des gros risques qu'on ait des difficultés au niveau de notre fonctionnement social. Donc, c'est vraiment important qu'on s'y intéresse, qu'on le comprenne bien, puis qu'on essaie d'agir dessus. Puis, en fait, ben, c'est logique, parce que nos interactions sociales, ils sont absolument partout dans notre vie de tous les jours. Des fois, on pense spontanément, bon, mes amis, ma famille, mais non, ils sont partout. On va faire l'exercice ensemble. Si vous allez au travail ou à l'école, même si vous vous dites, ben, je vais travailler, je vais faire un programme en ligne, il faut quand même que vous communiquiez avec quelqu'un à un certain moment. Au travail, à l'école, il faut être capable de travailler en équipe. Fait que ça veut dire comprendre les besoins des autres, savoir qu'est-ce que l'autre sait, qu'est-ce qu'elle sait pas, pour ajuster comment je présente les choses aux autres. Il faut que je sois capable de soit développer des relations d'amitié ou minimalement des relations cordiales avec les autres, mais de détecter aussi est-ce que l'autre a envie d'être mon ami. Je ne sais pas. Être en mesure de comprendre ce que le professeur, le patron veut de nous. Être capable de comprendre aussi les états mentaux dans les courriels, parce que ça, c'est un autre niveau de communication, hein, on a encore moins d'informations. Donc, il faut constamment être en train de comprendre les états mentaux des autres quand on est au travail ou à l'école. Donc, si on a des difficultés là, il y a des bonnes chances que ça vienne impacter comment on est capable de fonctionner dans ces milieux-là. Plus peut-être intuitivement, ben, dans nos relations sociales, il faut que je sois capable de comprendre les intentions, les émotions, les connaissances de mes amis, de ma famille, pour que je sois capable d'ajuster aussi mes comportements avec eux. Il faut que je sois capable d'initier des relations d'amitié, de les maintenir. Puis ça demande de la théorie de l'esprit pour être capable de maintenir nos amitiés avec les autres. Euh, Quand je veux commencer une relation amoureuse ou quand je suis en couple, tu sais, des fois, il y a des non-dits, il y a les désirs de l'autre personne. Il faut que je les comprenne. Puis ça, c'est pas tout le temps des choses qu'on va dire là, noir sur blanc. Des fois, c'est des choses qu'il faut comprendre, lire entre les lignes. Être capable de comprendre les états mentaux des autres quand on communique par texto, par exemple. C'est tous des exemples là, de moments où est-ce que si on a des difficultés de théorie de l'esprit, ça risque d'avoir un impact. Puis dans nos activités de la vie quotidienne, pensez au nombre de personnes que vous croisez dans votre vie de tous les jours. Si vous allez à la pharmacie, vous prenez le métro, le bus, peu importe, il y a du monde partout. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez commencer des conversations en long et en large avec tout le monde, mais ça veut souvent dire que vous devez avoir au moins des micro-interactions avec ces personnes-là. On ne peut pas ignorer la caissière qui nous dit bonjour à la caisse puis qui nous pose quelques questions, il faut lui parler. Il faut être en mesure aussi de bien communiquer ses besoins aux professionnels de la santé. Puis des fois, ben, tu sais, le système de santé va vite, ça va vite dans les bureaux de médecins. Il faut que je sois capable de me faire comprendre, de comprendre des fois c'est quoi l'intention de mon psychiatre quand il me dit telle chose ou de ma psy quand elle me dit telle autre chose. Euh, Puis juste des personnes qu'on contacte par téléphone, si vous appelez votre compagnie d'assurance parce que vous avez une réclamation ou quoi que ce soit à faire, ben, il faut que vous soyez capable aussi de vous ajuster pendant ces interactions-là. Donc, en gros, il y a du monde partout tout le temps. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et ces gens-là, ben, on doit comprendre leurs états mentaux si on veut bien s'ajuster à eux. Puis quand on regarde, justement, on avait fait une autre méta-analyse. Je parle de mes méta-analyses, ce sont- c'est pratique dans des présentations comme ça. Quand on regardait, en fait, le lien entre la théorie de l'esprit puis les différents domaines, en fait, de fonctionnement dans notre vie de tous les jours, à vécu, c'est les activités de la vie quotidienne, là, comme aller à l'épicerie, prendre le métro, etc. Ce qu'on se rendait compte, en fait, c'est qu'il y avait une relation significative avec l'ensemble de ces domaines-là de fonctionnement, puis la théorie de l'esprit. Mais là où on retrouvait la relation la plus forte, c'était dans mes activités productives, donc le travail, l'école. Fait que des fois, on peut peut-être spontanément se dire, ben, il me semble que ça devrait être au niveau du fonctionnement social, que le lien y est plus fort. Mais en fait, c'est logique, parce que quand on est dans un contexte professionnel ou à l'école,
Souvent, on va être avec des gens qu'on connaît pas si bien que ça. Puis on est toujours dans un contexte de collaboration avec eux aussi. Donc, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'ils veulent. Il faut qu'on soit capable vraiment de se mettre à leur place, de bien s'ajuster, alors que quand on est dans notre fonctionnement social, ben, ça va être plus nos proches, nos amis, notre famille, on les connaît. Fait que souvent, on a suffisamment d'informations sur eux, de contexte qui va nous permettre, même si on a des discutés un peu de théorie de l'esprit, des fois d'être quand même capable de s'ajuster un peu plus versus avec des personnes qu'on connaît moins bien, puis où est-ce qu'on est tout le temps en train d'essayer de lire dans leur tête, de collaborer avec eux. Donc, encore une fois, la théorie de l'esprit, ça joue partout, mais ça aurait un rôle particulièrement important au niveau de notre fonctionnement, plus au travail, au bénévolat, à l'école, peu importe l'activité productive que vous choisirez, ça a des impacts. Puis c'est sûr qu'il faut en parler aussi en termes de rétablissement. Donc, j'imagine que vous avez déjà entendu parler sans difficulté là, du rétablissement. Notre rétablissement personnel, hein, qui est vraiment un processus qui est très intrinsèque à la personne, qui se mesure pas. Donc, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur, le cheminement que la personne va faire. Mais on sait qu'on a certains déterminants qui peuvent nous aider à soutenir ce rétablissement personnel-là. On a notre établissement social qui est lié vraiment plus à tout ce qui est retour au travail, à l'école, donc toute la sphère plus productive. On a notre établissement clinique, donc sans nécessairement se dire, ben, il faut que j'enlève tous les symptômes, ben, de peut-être arriver à une stabilisation de nos symptômes qui nous convient. Puis notre établissement fonctionnel, qui est la restauration des capacités, puis des connaissances de nos limitations. Fait que si après l'épisode psychotique, on s'est mis à avoir plus de difficultés dans certaines sphères, on redéfinit un peu notre système de valeurs, ce qui va bien, ben on le souligne, ce qui reste un défi, ben on regarde, y a-t-il quelque chose que je peux faire, puis j'ai-tu envie de le faire aussi, ça c'est la question. Euh, mais tout ça pour dire que la théorie de l'esprit, ben, on vient de le voir dans les dernières diapositives, elle va avoir un impact qui est direct sur notre établissement social en venant jouer sur notre capacité au travail, à l'école. Puis elle va aussi avoir un impact direct sur notre établissement clinique, hein. On a vu, puis Astrid l'a super bien illustré avec ce qu'elle nous a amené. Ça va avoir un impact, ça va interagir avec nos symptômes cliniques. Donc, on peut s'attendre quand même à ce qu'il y ait un lien indirect qui va venir nuire jusqu'à un certain point à notre établissement personnel. Donc, peut-être pas directement, mais ça peut jouer un rôle. Donc, encore une fois, il faut s'y intéresser. Puis je termine cette section-là avec la notion un peu de boucle de rétroaction négative de nos difficultés de théorie de l'esprit. Il faut garder en tête, en fait, que quand on a des difficultés de théorie de l'esprit, ben, ça va nous amener souvent à faire des erreurs d'interprétation des états mentaux des autres. Et quand on fait ces erreurs-là, ce qui va se passer au niveau de nos relations sociales, c'est que soit on va avoir des conflits avec les autres parce qu'on les a pas bien compris, soit on va s'isoler des autres parce que ça devient trop stressant pour nous de constamment être en train d'essayer de comprendre les autres. Ou des fois, ben, on va rester, mais on va se sentir rejeté, on sera pas bien. Et lorsqu'on va vivre ces situations négatives-là, ben, ce qui va se passer, c'est que ça diminue mes occasions sociales positives. Puis moins j'ai l'occasion de m'exposer socialement avec les autres, ben plus je risque de nuire à ma théorie de l'esprit. Donc, c'est comme une boucle un peu de rétroaction négative, hein, comme on avait vu dans les premières diapositives où je vous montrais que la relation, elle est un peu dans les deux sens entre notre cognition sociale, notre fonctionnement, mais aussi comment avoir accès à un réseau social, à l'opportunité de contacts sociaux, ça va nous aider à pratiquer notre cognition sociale, à venir la raffiner un peu. Ben, c'est un peu cette boucle-là. Puis au centre de tout ça, ben, ça va nous faire vivre des émotions négatives. Puis quand on a l'impression qu'on comprend pas bien les autres, qu'on est rejeté, qu'on est tout le temps en conflit avec les autres, ben, à un moment donné, ça finit par jouer sur notre estime de nous-mêmes aussi. Puis ça, ben, c'est vraiment pas négligeable parce que notre estime de nous, c'est un peu notre petit noyau central, hein, qui va déterminer comment on rentre en relation avec les autres, comment on se perçoit. Donc, c'est à garder en tête là, cette boucle-là de rétroaction. Donc, je laisse la parole à Astrid. Oui, ben, je vais plus vous parler de comment ça s'est passé pour moi après ma sortie d'hôpital, puis une fois que j'étais médicamentée, puis que j'avais plus de symptômes psychotiques, mais ça a quand même eu beaucoup d'impact sur ben, toutes mes interactions sociales, en fait. Euh, j'ai essayé de l'expliquer à mes amis, puis je leur disais, tu sais, quand t'as pas confiance en toi, ben t'as pas confiance en toi, mais moi, c'est un autre niveau
parce que je suis sortie de l'hôpital, puis j'ai plus confiance en mon cerveau et en mon jugement comme même ce que j'ai à l'intérieur de... Enfin, c'est tellement intime et c'est tellement au cœur de qui je suis que j'ai plus confiance en moi. C'est un autre niveau de... J'ai pas confiance en moi, là. C'est vraiment très profond. Puis ça m'a vraiment... En fait, ma première psychose, ça m'a vraiment choquée de voir à quel point j'étais dans le faux, j'étais dans les hallucinations, dans les délires, et que je pensais tellement que c'était la vraie vie, ça m'a vraiment ébranlée dans tout mon jugement, tout qui je suis. Puis ça a vraiment eu des impacts sur l'affirmation de moi-même à plusieurs niveaux. Donc, je vais vous raconter comme un peu ces plusieurs niveaux-là. Donc, par exemple, au travail, j'ai réussi à retrouver un emploi quelques mois après ma sortie d'hôpital. Puis, il se trouve que j'ai eu une collègue qui m'avait un peu... en fait, c'était une directrice, donc c'était une supérieure hiérarchique, mais pas, c'était pas ma supérieure hiérarchique, mais elle était quand même dans mon équipe. Puis elle aimait bien me challenger, elle aimait bien me pousser à pousser mes réflexions, justifier mes analyses, vraiment me challenger sur toutes les prises de parole que je faisais. Et en fait, ça a posé problème au début parce que je partais toujours du principe qu'elle savait mieux que moi, qu'elle avait 100% raison et je ne discutais jamais rien, je m'écrasais complètement et en fait, j'ai vraiment eu cette discussion avec les personnes qui étaient témoins de ces échanges-là et même avec ma directrice à moi où elle m'expliquait, mais en fait, tu as raison. Tes analyses sont bonnes, mais c'est juste il faut que tu les dises et il faut que tu arrêtes de t'écraser tout de suite parce que une fois que la réunion était passée puis que j'essayais d'expliquer mon cheminement de pensée aux personnes autour, mais les personnes autour me disaient, mais t'avais raison en fait, pourquoi tu l'as pas dit? Mais moi je disais, bah non, si elle me challenge comme ça, c'est qu'elle sait mieux que moi, c'est que c'est sûr ses intentions sont bonnes, puis ses intentions sont forcément valides et vraies, plus vraies que les miennes. Et donc ça m'a vraiment posé problème au travail parce que je posais jamais mon pied à terre, puis je partais toujours du principe que les autres avaient, avaient genre comme beaucoup plus de légitimité dans tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils disaient, toutes leurs intentions. Moi, je partais du principe que ce que je disais était faux ou erroné ou perfectible sans cesse. Ça m'a joué aussi des tours dans ma vie sociale parce que j'avais souvent cette impression-là que mes amis m'aimaient pas tant que ça, ou alors ils se forçaient, ou ils avaient pitié, ils passaient du temps avec moi parce qu'ils avaient pitié et non pas parce que j'étais intéressante ou parce que ils appréciaient passer du temps avec moi. J'avais l'impression qu'ils faisaient de la charité en fait, puis j'interprétais leur gentillesse pour comme, ouais, c'est ça, de la charité. Puis je voyais pas bien, je voyais pas clairement les signaux. Puis j'étais très touchée par tout ce qui se passait, puis par le soutien qu'ils me montraient, mais j'avais toujours un biais, c'était toujours biaisé en fait. Puis j'ai aussi un exemple très parlant parce qu'à ce moment-là, j'étais célibataire. Puis j'essayais quand même de fréquenter des personnes, puis d'essayer d'aller en date, de rencontrer des gens. J'étais sur une application de rencontre. Puis j'avais raconté ça à ma psychiatre à l'époque. Puis je lui avais dit que, ben, en fait, j'avais rencontré quelqu'un, puis c'était vraiment quelqu'un de très gentil. Et les premiers dates se passaient super bien. Il m'avait dit il se voyait pour du sérieux avec moi, puis que lui, il cherchait vraiment du sérieux, etc. Puis à un moment donné, au bout de quelques dates, ça a complètement reviré. Puis là, il m'a dit, mais je t'ai jamais dit que je voulais du sérieux, j'ai toujours été très claire avec toi. Puis en fait, il m'a menti, mais moi, sur le coup, j'ai tellement je me suis tellement dit que ses intentions étaient bonnes, puis que du coup, en fait, j'ai vraiment été voir ma psychiatre en disant, je suis en train de faire une troisième psychose, j'ai tout inventé, j'ai inventé des souvenirs avec un gars qui me faisait des belles promesses, j'ai inventé ça, j'ai inventé ça, j'ai inventé ça, il faut absolument augmenter ma médication, hospitalisez-moi, faites quelque chose, au secours, je sens que je suis en train de déraper encore.
Puis là, ça a vraiment, je remercie ma psychiatre d'avoir vraiment pris le pas de recul parce que je pense qu'il y aura, enfin, j'étais tellement dans la panique que je pense qu'il y aurait des personnes qui auraient pu, d'ailleurs, il y avait certains de mes proches qui étaient un peu, ça y est, en train d'embarquer dans mon stress. Puis en fait, on a juste décortiqué la situation, puis on s'est juste rendu compte que bah, cette personne-là m'avait un peu mené en bateau, m'avait dit ce que j'avais envie d'entendre, puis a reviré d'opinion au bout de plusieurs dates. Puis c'était pas moi qui commençais à repartir dans des hallucinations ou quoi. C'était juste lui qui m'avait gaslighté puis qui avait complètement fait de la manipulation en fait. Puis ça m'a vraiment pris, genre, ça me prenait beaucoup d'efforts pour me dire que moi, j'avais pas inventé, puis que lui, ses intentions n'étaient pas aussi bonnes que ce que je pensais au départ. Et ça m'avait vraiment marqué ça comme parce que il se trouve que j'avais expliqué à cette personne-là aussi que j'avais un diagnostic. Donc je veux pas lui porter des je veux pas je pense pas honnêtement je pense que même si j'avais pas divulgué mon diagnostic, il m'aurait quand même fait ce coup-là. Je pense pas que c'était lié avec le diagnostic, mais ça a quand même mis le point ça a mis le doigt sur ce point sensible de OK, j'ai pas confiance en mon jugement, peut-être que j'ai inventé des choses, etc. Vraiment venu me chercher en fait dans, dans ce complexe que j'avais à ce moment-là. Puis il y avait une autre situation aussi qui est arrivée avec avec mon équipe médicale. À un moment donné, je sais plus ce que j'avais fait. Ça se peut que j'avais fait quelque chose qu'il fallait pas je sais plus. Peut-être qu'à un moment donné, j'avais pris de la drogue ou je sais plus à un moment donné. Puis je l'avais dit à ma psychiatre. Puis je l'avais dit, je sais que j'ai pas le droit normalement, mais je sais qu'avec le traitement, etc., j'ai pas le droit. Mais là, exceptionnellement, j'ai pris une toute petite dose. Puis j'étais pas fière de moi, mais je l'avais dit quand même. Puis la réaction de ma psychiatre a vraiment été de se renfermer, d'être très froide. Puis tout de suite après, elle a eu un appel, puis elle est partie. Puis je me suis retrouvée avec ma gestionnaire de cas. Puis on s'est juste retrouvés dans la pièce. Puis au final, la psychiatre est jamais revenue. Elle a eu une urgence. Puis les semaines qu'on suivit, moi, je me sentais vraiment pas fière, puis j'avais vraiment l'impression de l'avoir déçue, puis je me disais, ah ben, elle a quitté la pièce parce qu'elle était en colère après moi. J'ai un peu surinterprété encore une fois la situation. Puis ça me travaillait vraiment parce que j'avais vraiment un beau lien avec ma psychiatre, une belle, je sais plus comment on appelle ça, une relation comme thérapeutique, là. On avait vraiment un beau lien thérapeutique ensemble. Puis j'étais vraiment bouleversée par ça. Puis plus les semaines passaient, plus ça prenait de l'ampleur. Puis à un moment donné, j'en ai discuté avec l'infirmière gestionnaire de cas. Puis elle m'a invitée à ce qu'on s'assoie avec la psychiatre et qu'on en discute de cette situation-là pour que je fasse part de mes analyses, puis de ce que j'avais interprété, puis que elle vienne confirmer oui ou non si ce que j'avais analysé était bon. Puis on a vraiment pris le temps, la séance d'après, on a vraiment pris le temps de s'asseoir. Puis moi, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur, puis je me suis excusée, j'étais comme vraiment bouleversée par tout ça. Puis ma psychiatre était comme, mais non, moi, il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux. Puis j'étais pas déçue, j'étais pas bouleversée, j'étais pas en colère après toi. C'est juste, j'ai eu un appel important, puis j'ai dû partir, puis ça avait aucun rapport avec toi. Puis je t'ai pas laissé en pleine séance comme ça par colère ou par émotion, c'était vraiment pas lié à toi. Puis on a vraiment comme décomposé toute la situation, puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas autant de drama que ce que je pensais, puis que c'était pas aussi grave que ce que je pensais. Donc, c'est comme je sais pas si j'ai une conclusion pour cette partie-là, mais c'était plusieurs petits exemples comme ça où ça m'a joué des tours, même après la crise psychotique, puis que ça a vraiment eu un impact. Puis je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment pris, et encore aujourd'hui, même encore plusieurs années après, encore, je suis encore en train de rebâtir cette confiance en mon cerveau, cette confiance en moi profonde. Et je pense que c'est vraiment un gros enjeu. Puis ça vient jouer aussi avec l'autostigmatisation où on a toujours l'impression qu'on a tort, on est toujours en train de se taper sur la tête pour un oui, pour un non.
Puis ça, je pense que ça fait partie, c'est une grosse part du rétablissement, de retrouver confiance en ses intuitions, en son jugement, etc. Puis socialement, c'est quand même une grosse partie du travail de rétablissement. En tout cas, pour moi, ça a été une grosse partie. C'est tellement précieux, Astrid, tes exemples, ton vécu. Merci énormément. Je m'excuse, Elisabeth, tu peux. Ah non, non, j'allais dire exactement la même chose. Puis je trouve ça vraiment, vraiment intéressant de t'entendre, tu sais, dans différentes sphères de ta vie aussi, comment ça a pu se manifester. Puis je trouve ça vraiment le fun parce que tu as fait un pont direct avec la section qui s'en vient sur l'intervention aussi, de venir s'asseoir puis vérifier avec l'autre. Tu sais, comme je me suis pas sentie bien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai bien compris? On va en parler tantôt, mais tu sais, c'est une super stratégie, là, donc excellent. Ben, ça nous amène justement à cette dernière section-là. On a déterminé euh, qu'est-ce qui pouvait mal aller, donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Euh, donc, les interventions pour la théorie de l'esprit. Euh, il y a différents types d'interventions, mais il y en a une qui a vraiment, vraiment montré son efficacité, qui est faite pour ça. C'est la remédiation cognitive, de la cognition sociale. Je pense que vous avez peut-être déjà eu à la SQS des conférences là-dessus, je vois des pouces en l'air. On va parler, je vais vous donner un petit peu des exemples de ça ressemble à quoi la remédiation cognitive, mais pour la cognition sociale. Puis, ben, considérant que c'est très difficile d'avoir accès à ces services-là dans le système de santé, ben, ce que j'ai pensé, c'est peut-être de vous proposer des stratégies qui en découlent aussi des fois si vous avez envie d'aller un peu plus loin. Donc, essayer d'adapter un petit peu ça à la sauce maison. Mais on va aussi juste aborder très, très brièvement d'autres interventions comportementales qui peuvent soutenir la théorie de l'esprit, mais qui n'ont pas été construites dans cet objectif-là, qui sont soit la thérapie cognitive comportementale, puis les programmes d'entraînement aux habiletés sociales. Donc, la remédiation cognitive, ce que c'est un entraînement comportemental qui vise nos difficultés cognitives. Donc, dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est la cognition sociale. Donc, ça utilise des principes d'apprentissage qui ont montré leur efficacité, puis c'est basé sur les principes de neuroplasticité. Donc, ça veut dire que en venant exposer notre cerveau de façon répétée, en augmentant graduellement le niveau de difficulté, on peut voir des changements qui vont s'opérer dans la façon que notre cerveau fonctionne. Donc, c'est vraiment basé là, sur ces principes-là. Donc, je vous ai remis mon petit cerveau en pâte à modeler. C'est notre image préférée pour parler de ça. Mais même si on vise la cognition dans la remédiation cognitive, c'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est que les gens fonctionnent bien puis qu'ils se sentent bien. Donc, moi, si vous devenez meilleur de 3 points sur une tâche de théorie de l'esprit, ça m'importe peu. Ce que je veux savoir, c'est avez-vous l'impression que ça va bien dans votre quotidien, que vous vous sentez plus confiant dans vos relations avec les autres, que c'est plus facile au quotidien? Puis si la réponse c'est oui, ben on a réussi notre intervention, même si vos scores de cognition sociale sont moins forts. Je sais pas si c'est clair mon affaire, mais en gros, ce qu'on veut, c'est que les gens fonctionnent mieux. Euh, c'est important d'offrir l'opportunité aux gens, justement, de faire un pont directement avec leur quotidien. Quand on fait ces exercices-là, il ne faut pas juste s'asseoir devant un ordi puis faire des exercices. Il faut faire un lien qui est très concret avec comment ça va se manifester, se concrétiser dans notre quotidien. Puis la remédiation cognitive, il y a plein de façons de la faire, hein. Des fois, c'est à l'ordinateur, des fois, c'est papier-crayon, des fois, c'est seul avec le thérapeute, des fois, c'est avec d'autres personnes en groupe, en personne, à distance, en format hybride. Donc, il y a plein de façons, en fait, de recevoir notre remédiation cognitive, puis qui sont toutes, par ailleurs, efficaces. Euh, puis quand on fait Je m'excuse, je voulais juste mentionner, on a fait un partenariat avec Martin avec Lepage. Martin, OK, super. Oui, c'est ça. Donc, en fait, qui nous permet d'avoir certaines places dans ces groupes de remédiation cognitive. C'est ce que j'ai cru voir passer sur vos réseaux sociaux. Je trouvais Oui, ça c'est ça. vraiment chouette. Oui, puis je Je vous pense encourage fortement à y aller. Oui, je ne sais pas s'il y en a prochainement où on a encore de la place, mais bref, je vous invite à rester en contact avec nos réseaux sociaux si vous voulez éventuellement embarquer dans un groupe virtuel comme ça. Ben, si je peux me permettre, Marc-André, un de nos intervenants psychosociaux auprès des proches, participe à ces groupes-là et il y a des gens de la SQS qui participent, participants. Donc, Marc-André est comme formé pour Pour qu'on en puisse animer. développer cette approche-là Oui. à la SQS. Donc, merci de faire des liens entre ce qu'on offre et le pourquoi.
Le monde étant très petit, moi j'ai fait un postdoctorat dans le labo de Martin, donc je suis encore en contact de façon régulière. Puis je peux vous confirmer qu'il va en avoir d'autres des groupes en janvier, je pense. Là. Ça, je ne veux Génial. pas trop m'avancer, mais il va en avoir d'autres opportunités. Voilà, donc remédiation de la cognition sociale, ben, comme je vous disais, c'est vraiment ce qui a montré son efficacité le plus au niveau de notre fonctionnement, de notre cognition sociale. Donc, on a deux méta-analyses récentes qui nous montrent des effets significatifs pour nos grands domaines de cognition sociale qu'on a parlé aujourd'hui, des effets qui sont modérés à l'âge, donc c'est quand même assez intéressant ce qu'on obtient. Pour nos biais d'attribution, l'effet il est faible, mais ça se mesure un peu différemment, hein. Les biais d'attribution, ce n'est pas une performance, c'est plus une tendance vers quelque chose. Donc, il y a ça aussi à considérer. Mais ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de notre fonctionnement, on a encore du travail à faire. Donc, ça, c'est des choix méthodologiques. Dans certaines méta-analyses, on voit des effets larges, dans d'autres, des effets faibles. Mais ce que ça nous dit, c'est qu'on a encore du travail à faire pour s'assurer qu'on transfère bien ces compétences-là vers le fonctionnement. Mais ce qui est à retenir, c'est que les interventions de remédiation qui vont cibler plusieurs domaines de cognition sociale, c'est celles-là qui sont les plus efficaces versus traiter juste la théorie de l'esprit, par exemple. Ben, si j'ai des difficultés de reconnaissance des émotions, je ne sais pas si vous vous souvenez de la petite pyramide que je vous ai montrée tantôt, mais si j'ai de la misère au niveau de ma reconnaissance des émotions, mais que je travaille juste sur ma théorie de l'esprit, ça se peut que je pédale un peu dans le vide. Il faut que je vienne renforcer un petit peu cette compétence-là de bas niveau pour venir m'aider en théorie de l'esprit. Donc, quand on vient traiter plusieurs domaines en même temps, c'est là qu'on a plus d'effets positifs qui sont observés. Je voulais vous illustrer le tout avec un programme qui s'appelle RC2S, pour lequel j'ai un conflit d'intérêts étant que j'adore ce programme-là puis que je l'ai adapté pour notre population québécoise. Mais je ne retire pas d'argent de tout ça. J'ai simplement une grande affection pour ce programme. Donc, RC2S, c'est un exemple d'un programme de remédiation cognitive individuelle de la cognition sociale où on va aller cibler nos quatre grands domaines de cognition sociale. Puis, on va venir travailler avec des avatars pour nous aider à venir intégrer ce qu'on a appris au niveau de nos stratégies. Donc, c'est un programme qui est super personnalisé, où on va vraiment s'intéresser, oui, aux tests de cognition sociale, mais on va aussi aller vraiment explorer l'impact des difficultés de cognition sociale au quotidien. On va demander vraiment à la personne qu'est-ce qui est difficile pour toi, parce que nos tests ils ont des limites. Puis des fois, ben, on peut bien performer une tâche, mais que ça ne se passe pas très bien au quotidien. Donc, c'est important de regarder les deux facettes de tout ça. On va vraiment prendre le temps avec la personne d'expliquer ce que c'est la cognition sociale, l'aider à établir ses objectifs aussi, c'est elle qui les décide, mais on va la soutenir dans tout ça. Puis ensuite, ben, on va venir un peu personnaliser notre intervention sur combien de temps je vais passer sur chaque domaine de cognition sociale, comment je vais travailler sur ces domaines-là. Et dans nos séances de remédiation cognitive, on va toujours avoir deux séances par semaine, donc une première qui va être vraiment des exercices papier-crayon où on va travailler sur des photos, des vidéos, des dessins. Donc, on a une banque de stimuli. Là, vous avez quelques exemples ici avec des émotions sur le visage, avec différents niveaux d'intensité, de la posture, des situations sociales. Donc, on va utiliser ces différents stimuli-là pour venir développer en fait des stratégies, par exemple pour reconnaître les émotions, pour notre connaissance sociale, etc. Et dans la deuxième séance de chaque semaine, on va accompagner un avatar qui s'appelle Tom, puis on va devoir l'aider à naviguer dans des situations d'interaction sociale avec différentes personnes. Donc, on appelle ça des simulations relationnelles digitales. C'est un gros mot pour juste dire, en fait, c'est un peu comme un jeu dont vous êtes le héros. Donc, vous allez prendre une décision, l'interaction va continuer d'une certaine façon, on va reprendre une décision, l'interaction va continuer. Donc, c'est vous qui décidez, en fait, qu'est-ce qui se passe dans cette scène-là. Puis avant de commencer les simulations, on va toujours mettre une petite mise en contexte pour que les gens puissent savoir un peu ben, dans quoi je m'embarque, tu sais, qu'est-ce qui va se passer à peu près dans cette scène-là. Puis on va utiliser notre roue des questions ici pour vraiment traiter de façon un peu plus systématique le contexte. Qui va être présent, où ça va se passer, quand ça va se passer, etc. Donc pour se donner du contexte puis être sûr qu'on a bien en tête qu'est-ce qui va se passer dans la scène. Puis là, excusez, j'essaie de retrouver parce que je vais juste partager mon son pour que vous puissiez entendre. Parfait. Donc, je vais vous montrer pas la simulation complète, mais juste vous donner un petit peu une idée à quoi ça peut ressembler, une scène comme ça. Salut Sylvie, ça va? Salut Tom. Ben non, ça va pas très bien en fait.
Donc là, comme vous voyez, on a différents choix qui vont se présenter à nous. Fait qu'on va prendre un temps avec la personne pour vraiment revenir sur qu'est-ce que tu as compris de l'interaction qui vient de se produire. Si par exemple, on a travaillé sur des stratégies de reconnaissance des émotions sur le visage, bien, on va demander à la personne d'utiliser ces stratégies-là pour dire, donc, qu'est-ce que tu as remarqué au niveau de ces émotions? C'est quoi les indices que tu avais pour te guider vers ça? Donc, tout dépendant de ce qu'on est en train de travailler. Puis, on va vraiment laisser la personne choisir comment elle veut continuer l'interaction. C'est pas le thérapeute qui va dire fais ça, c'est la bonne chose. C'est vraiment sur la base de ce que tu as analysé, comment toi tu as envie de continuer l'interaction. Donc, on va choisir, par exemple, demander à Sylvie ce qui va pas, lui proposer de s'asseoir, lui dire qu'effectivement, ça n'a pas l'air d'aller. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui Ouais. t'arrive? Bien, c'est Mathieu. Il vient de me quitter. Je comprends rien, là. Donc, je vais m'arrêter là pour la simulation. Je pense que vous avez compris un peu le principe, mais ça va être vraiment de cette façon-là qu'on va fonctionner. Fait que ça se veut vraiment plus intégratif là, pour aider la personne à venir utiliser ces stratégies dans un contexte où il y a plusieurs stimulations, donc au niveau visuel, au niveau auditif, qu'on a beaucoup de choses à considérer. Puis juste une petite parenthèse, on est en train de faire des consultations aussi avec des personnes concernées, avec des cliniciens pour améliorer les simulations là, en vue d'une version 2.0 du programme, là, notamment le visuel. Vous voyez que ça commence à dater un peu, mais le principe reste le même quand même. Euh, qu'on ait des très beaux trucs modernes ou pas, ben, on va travailler de la même façon. Puis finalement, on a 2 séances de transfert où on va faire des exercices intégratifs comme des jeux de rôle qui sont plus proches de la réalité de la personne. On va réévaluer les impacts fonctionnels, puis on va vérifier un peu l'atteinte des objectifs, où est-ce que la personne en est dans tout ça. Donc, c'est un peu un exemple de à quoi ça peut ressembler, une prise en charge individuelle en remédiation cognitive avec RC2S. Puis je voulais vous parler, ben là, c'est ça, je vais passer vite parce que je pense que avec Martin, ben ça fait partie des programmes qui sont offerts. Il y a le Metacognitive Training qui est ou l'entraînement aux habiletés métacognitives, qui est une intervention plus groupale cette fois-ci, donc en groupe, qui va viser beaucoup la métacognition, hein, donc penser à comment je pense. Mais qui va cibler plusieurs éléments de la cognition sociale, dont le style attributionnel, la théorie de l'esprit, les biais cognitifs aussi. Donc, c'est une intervention qui est super intéressante. Euh, et qui est super ludique aussi. Donc, on a de la théorie, mais on va rapidement tomber dans des petits exercices où est-ce que on va essayer de faire manifester un peu nos biais cognitifs. Tantôt, Astrid parlait des faux souvenirs un peu, ben justement, de voir comment notre cerveau, il complète la réalité pour nous à plusieurs moments de notre vie. Puis c'est correct qu'il faut qu'il le fasse parce que sinon, on serait épuisé à la fin de nos journées. Mais en même temps, il nous joue des tours. Fait qu'il faut en être conscient qu'on en a des biais puis qui vont teinter notre quotidien. Donc, c'est vraiment basé sur un modèle cognitif comportemental. Donc, dans une situation, j'ai une pensée qui va avoir un impact sur mes émotions puis sur mon comportement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à prendre conscience de mes biais cognitifs, à savoir comment je peux les influencer, puis apprendre comment les corriger pour résoudre mes problèmes au quotidien. Donc, c'est vraiment ce qui est visé dans ce programme-là. Puis, tu sais, vous avez un exemple un petit peu là, qui va toucher beaucoup les biais d'attribution, par exemple. Fait qu'on va montrer des images, des fois, ça va être des vidéos. Par exemple, la police vous demande de vous arrêter. Qu'est-ce qui a amené le policier à arrêter votre voiture? Ça serait quoi, selon vous, la raison principale? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à vous-même, à une autre personne, aux circonstances? Donc, on apprend à venir développer une flexibilité dans notre pensée aussi, puis à envisager des fois autre chose que la première hypothèse qui nous vient en tête. Fait que c'est vraiment un peu l'objectif en arrière de ce programme-là. Puis s'il y a des gens qui seraient éligibles à ce programme-là, puis qui ont envie puis de participer dans le Labois Martin, je vous le conseille fortement. C'est vraiment un beau programme. Euh, voilà. Donc, sinon, je voulais, comme je vous disais, juste parler de petites stratégies adaptées de la remédiation cognitive que vous pourriez reprendre un peu à la maison pour vous aider. Donc, au niveau du traitement des informations émotionnelles, la question, c'est où est-ce que je dois regarder sur un visage quand j'ai besoin de savoir c'est quoi l'émotion de la personne. Parce que quand on regarde un peu les études dans différents types de diagnostics, que ce soit dans les troubles psychotiques, dans le trouble du spectrisme, on peut voir que l'endroit où on va regarder les visages va être un petit peu différent des gens qui n'ont pas ces diagnostics-là. Donc, euh,
l'idée, c'est vraiment de vous ramener toujours à ce triangle-là. Fait que si vous êtes dans une situation où c'est pas clair pour vous, c'est quoi l'émotion que la personne, elle exprime, normalement, vous allez trouver toutes vos informations dans ce triangle-là. Donc, c'est vraiment de vous concentrer puis de mettre de côté qu'est-ce qui se passe un peu ailleurs sur le visage puis de vous concentrer un peu plus sur ces informations centrales-là. Mes yeux, mes sourcils, mon nez, ma bouche, comment ils sont placés, c'est souvent ça qui va me donner pratiquement toutes les informations que j'ai besoin pour reconnaître une émotion sur un visage. L'autre chose, ben, c'est de se donner un vocabulaire, se donner des mots, apprendre à comprendre nos émotions. Donc, quand on veut être capable de bien exprimer nos émotions, ben, il faut d'abord être capable de bien les comprendre. Donc, quand j'ai une boule dans mon estomac, est-ce que ça veut dire que je suis stressée, que je suis triste, que je suis fâchée? Donc, être capable de mettre des mots sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Puis aussi de comprendre les nuances, parce que des fois, je peux être en colère, mais ça peut être plus nuancé que ça. Je peux me sentir blessée, je peux me sentir agressée, je peux me sentir frustrée. Quand je suis heureux, ben, je peux être fière, je peux être optimiste, je peux être joyeuse. Il y a plein de nuances dans nos émotions, puis c'est important de les voir, ces nuances-là. Fait qu'utiliser une roue des émotions, quand des fois on a l'impression qu'on n'est pas capable de mettre le doigt sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, ben c'est toujours utile, puis on l'utilise avec tout le monde. Donc, pas nécessairement juste dans les troubles psychotiques, on peut utiliser ça avec monsieur, madame, tout le monde qui va consulter pour d'autres problématiques, par exemple de l'anxiété. Donc, il ne faut pas hésiter à la sortir. Sinon, vous pouvez aussi tenter d'identifier comment le corps et le visage sont positionnés quand une émotion est ressentie. Donc, par exemple, si vous pourriez aller prendre ce que nous, on ferait en remédiation cognitive, on vous donnerait les stimuli, mais vous pourriez googler personne fâchée, vous sortir quatre cinq photos, puis vous faire un peu une liste. La bouche est placée comment? Les yeux sont placés comment? Puis à un moment donné, vous allez voir qu'il y a des caractéristiques un peu propres à chacune de ces émotions-là qui vont ressortir. Par exemple, notre V, comme ça, là, quand on est fâché, c'est très propre à la colère. Donc, il y a des caractéristiques comme ça qui nous mentent pas tant que ça. Donc, d'aller vous faire un petit peu un répertoire de comment je suis placée au niveau de ma posture, de mes bras, de mes épaules, mais aussi de mon visage pour m'aider des fois quand j'ai de la misère à différencier, par exemple, deux émotions, ben, de me donner des petits points de repère comme ça qui vont m'aider à le naviguer plus automatiquement au quotidien. Puis au niveau de l'expression des émotions, ben, on a parlé aussi du fait de, par exemple, quand on va avoir un peu de misère à faire comprendre nos émotions aux autres, hein, à bien les exprimer pour qu'elles soient claires, ben, des fois, ça veut dire que ça paraît pas sur notre visage quand on est fâché ou qu'on est triste. Fait que là, on se sent blessé parce que les gens se sont pas ajustés à nous, mais ça paraissait pas beaucoup. Donc, des fois, ça peut être intéressant juste de vous mettre devant un miroir ou vous prendre en photo si vous préférez, puis juste regarder un peu, est-ce qu'ils transparaissent bien mes émotions? Puis ça se peut que la réponse ce soit oui, puis que c'est pas ça le problème, ça se peut que ce soit l'autre aussi des fois le problème. Mais de vous regarder un peu quand vous l'exprimez, votre émotion, avez-vous l'impression que vous la traduisez bien puis que ça va être facile pour les autres de la comprendre? Pour la perception sociale, vous vous souvenez, c'est traiter le contexte autour de nous. Fait que l'idée, c'est vraiment de développer l'habitude de vous poser différentes questions dans les situations sociales. C'est quoi les faits qui sont pertinents à considérer? Qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Quand ça se produit? Où ça se produit? Donc, de faire un traitement un petit peu plus systématique, d'automatiser ça à la place de juste se concentrer, par exemple, sur une chose que j'ai vue, puis qui m'amène un peu à sauter aux conclusions, puis faire des erreurs d'interprétation, mais plutôt de vous assurer que vous avez pris compte de tout ce qui devait être considéré et non pas de se concentrer seulement sur certaines choses qui risquent de vous amener à faire des erreurs. Puis un peu dans le même sens, tu sais, dans nos connaissances sociales, on a tout ce qui est un peu les conventions sociales. Donc, est-ce que j'ai le droit de crier à la bibliothèque ou au cinéma? Qu'est-ce qui est poli de faire, par exemple, quand je vais passer une entrevue d'embauche ou que j'ai une première date avec quelqu'un? Comment je vais me comporter? Donc ça, vous pouvez regarder, tu sais, quand vous écoutez une émission à la télévision, ben juste des fois les noter. Hey, ça, c'était pas tout à fait approprié pour le contexte. Fait que, tu sais, juste de remarquer ces moments-là. Puis vous pourriez même regarder, par exemple, des listes de lieux, justement à la bibliothèque. C'est quoi le comportement qui est attendu là-bas quand je vais m'asseoir dans le bureau de mon psychiatre ou ma gestionnaire de cas? Ben, c'est quoi un peu le genre de comportement que je devrais avoir selon la proximité que j'ai avec cette personne-là? Donc, de développer un peu le réflexe de se poser ces questions-là avec les autres.
pour la théorie de l'esprit. Je vous passe ça un peu en rafale, mais vous aurez les diapos si jamais ça vous tente de vous référer, puis on aura la période des questions aussi. Au niveau de la théorie de l'esprit, l'idée, en fait, avec nos techniques en théorie de l'esprit, c'est qu'on veut apprendre à générer des hypothèses, puis on veut apprendre à sélectionner nos hypothèses de la meilleure façon possible. Puis, gardez en tête que la cognition sociale, là, c'est pas comme les maths. Fait que 2 plus 2, ça fait toujours 4. Dans les situations sociales, on n'a jamais quelque chose qui est consensuel à 100%, hein, parce que ça reste très subjectif. Fait qu'il faut faire attention aussi, on va mettre des probabilités, mais il faut aussi garder en tête que tout le monde en fait des erreurs, peu importe, même moi qui prends en charge des problèmes de cognition sociale, j'en fais plein des erreurs. Au niveau social, c'est vraiment normal. Fait qu'il faut pas s'attendre à la perfection non plus. Mais il faut quand même rester ouvert d'esprit que des fois, notre perception était peut-être erronée ou la façon qu'on a interprété les choses était peut-être erronée, puis avoir cette ouverture-là à essayer de penser autrement un peu aussi. Donc, pour faire ça, ben, vous pouvez regarder soit une image ou encore une vidéo, puis essayer de générer différentes hypothèses sur les états mentaux des personnages. Donc, bloquez-vous pas, on génère qu'est-ce qui vient, puis ensuite, allez chercher les indices qui viennent appuyer ces hypothèses-là, puis venez les classer sur un continuum de probabilité. Des fois, on va voir que notre première hypothèse qu'on a générée, finalement, ouf, j'avais vraiment sauté aux conclusions, là, puis je me serais vraiment trompée. Puis des fois, ça se peut que ce soit le contraire, j'avais super bien compris. Donc, de voir un petit peu c'est quoi le patron qui se présente pour vous, puis juste des fois d'apprendre à avoir cette flexibilité-là, que des fois, on peut voir les choses autrement, puis ça se peut que ce soit ça la chose la plus probable. Euh, c'est un peu le même principe, y aller avec une hypothèse primaire qu'on va développer, on la met de côté, puis après ça, ben, on regarde un peu dans la scène qu'est-ce qui se passe, puis on essaye de proposer une nouvelle hypothèse, puis de coter cette probabilité-là, puis de voir un peu est-ce que ça vient infirmer ou confirmer mon hypothèse primaire. Fait que ça revient un peu au même, là. C'est deux façons d'aborder la question. Je ne vais pas trop passer de temps là-dessus, je veux être sûre de laisser le temps à Astrid de discuter. Puis une dernière chose au niveau de la théorie de l'esprit, dans des activités un petit peu plus ludiques, vous avez peut-être déjà joué à ça quand vous étiez jeune, dessine-moi ce à quoi je pense. On regarde pas, puis on demande à un ami de dessiner pendant qu'on lui dit quoi dessiner. Puis après ça, d'aller voir ensemble, est-ce que la personne, elle a fait des erreurs, entre guillemets. Puis ces erreurs-là, est-ce qu'ils sont dues au fait que je me suis pas suffisamment mise à sa place pour communiquer clairement qu'est-ce que je voyais, puis qu'est-ce que je voulais. Fait que ça peut être une façon drôle aussi, puis sympathique là, de faire l'exercice. On n'a pas l'impression qu'on est en train de faire du traitement là, à ce moment-là, mais c'est juste, ça nous fait prendre conscience de comment des fois on n'ajuste pas bien notre façon de communiquer avec les autres en tenant pas nécessairement compte de qu'est-ce qu'ils ont en tête, qu'est-ce qu'ils savent. Un peu le même principe avec des petites vignettes, un jeu qui existe, là, mais que vous pourriez vous imprimer des images sur Google, puis juste regarder la scène, par exemple, ces deux personnes-là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils sont en train de penser, qu'est-ce qui se passe dans la tête du petit garçon ici, c'est quoi mes hypothèses, pourquoi je pense ça. Finalement, pour les biais d'attribution, ben en fait, ça va être un peu ce qu'on a vu tantôt avec le Metacognitive Training. Donc, on peut débuter une vidéo, regarder une image, puis essayer d'avoir trois suites possibles par rapport à ça. Une attribution interne qui est liée à moi, une attribution externe qui est liée à l'autre, puis une attribution situationnelle qui est liée au contexte. Fait que l'objectif, c'est encore une fois de développer de la flexibilité dans notre pensée, puis d'envisager les choses de différentes façons. Fait que peut-être que notre première interprétation était la bonne, mais peut-être que pas non plus. Fait que c'est important de voir avec tout ça. Puis une façon qui est quand même le fun de le faire, si c'est quelque chose qui vous parle, c'est de personnaliser nos biais d'attribution. Ça vient du programme Skit, c'est pas moi qui ai inventé ça. Mais c'est de donner un peu une identité à nos biais d'attribution. Fait que Théo, l'accusateur, ça, c'est mon biais externe, c'est lui qui accuse tout le temps tout le monde. Marie, la fautive, c'est elle qui se tape sur la tête tout le temps, elle qui se blâme tout le temps. Puis Max, le relax, c'est lui ben, c'est ça, qui est relax. Donc, c'est jamais la faute à personne, on reste calme. Donc, l'idée, c'est d'utiliser un peu ces biais, ces personnages-là pour repérer mes propres biais d'attribution. Fait qu'essayer de voir, hey, là, j'ai vraiment été une Marie, je me suis vraiment tapée sur la tête, puis c'était pas nécessaire, ou hey, là, j'ai vraiment été un Théo, c'était pas plaisant. Puis d'essayer de voir, en fait, quand je change de point de vue. Par exemple, si j'ai été une Marie, je me suis sentie vraiment triste, je me suis sentie vraiment poche, mon estime de soi était à terre.
Mais quand j'essaie d'adopter la vision de Max le relax, ah ben là, vois-tu, on dirait que je me sens mieux. J'ai l'impression, ça m'enlève un gros poids de mes épaules, puis dans le fond, c'est vrai que c'était probablement pas tout de ma faute. Donc, de venir changer de point de vue, puis regarder les répercussions au niveau de mes émotions, puis de mes comportements là, à ce niveau-là. Sinon, ben, d'autres petites techniques là, un peu en rafale, qui sont pas vraiment de l'entraînement, mais plus de s'assurer, tu sais, dans notre vie de tous les jours, prendre du recul par rapport au jugement qu'on a posé. Est-ce que les informations que j'ai en main ils sont suffisantes pour bien comprendre la situation? C'est quoi que je détiens comme information qui me permet de poser ce jugement-là? Fait que juste reprendre un pas de recul, pas trop sauter vite aux conclusions, puis juste de se dire qu'est-ce que j'ai comme information qui va me permettre là, d'être plus certain ou pas de mon attribution. Réfléchir à d'autres explications. Est-ce que ça se peut que la personne qui est devant moi, elle avait une autre intention que celle que je lui prête? Quelle autre raison pourrait expliquer ça? Fait qu'encore, ça revient chercher notre flexibilité qu'on vient développer. Puis quand c'est possible, Astrid l'a super bien illustré tantôt quand elle parlait de la situation avec sa psychiatre, mais vérifier. Des fois, on se casse la tête à vouloir intervenir, mais on peut juste vérifier aussi. Tu sais, je sais qu'il y a des situations où est-ce que c'est un peu délicat, mais il y a plusieurs situations où est-ce que juste vérifier. Coudonc, t'es-tu fâché après moi? Ça se demande, ça, c'est pas grave. Puis souvent, si la personne n'est pas fâchée, ben, eh ben non, voyons, excuse-moi. Puis elle va peut-être prendre conscience aussi du comportement qu'elle a eu. Puis là, je veux pas te prêter d'intention, encore une fois, à la psychiatre en question, mais peut-être qu'elle, ça l'amène à se remettre en question. Hey, ouais, je suis peut-être partie vite, hein. Peut-être la prochaine fois, je vais prendre un moment. Fait que, tu sais, là, je prends cet exemple-là parce qu'il est là, je la connais pas du tout. Mais ça nous amène justement à voir l'autre aussi changer un peu sa perspective. Puis si elle est vraiment fâchée après nous, ben c'est aussi bien de le savoir, hein. Après ça, on va pouvoir s'ajuster. Donc, vérifier, c'est pas mal une des choses qu'on met de l'avant. Euh, donc, je passe hyper vite avec la thérapie cognitive comportementale. C'est pas quelque chose qui est fait pour la cognition sociale, la théorie de l'esprit, mais c'est un type de psychothérapie. On va beaucoup s'intéresser au lien entre les pensées qu'on a, notre ressenti, donc nos émotions, nos sensations physiques, puis nos comportements. Puis l'objectif de la thérapie cognitive comportementale, c'est de développer une pensée plus flexible, d'adresser nos biais cognitifs. Donc, considérons qu'on fait beaucoup ça en remédiation de la cognition sociale, ben, on peut s'attendre quand même à si on a un suivi en psychothérapie que ça ait un effet positif sur la théorie de l'esprit. Puis il y a une étude récente qui montre effectivement que c'est le cas, mais c'est pas beaucoup étudié en fait. Fait que ça veut pas dire que c'est pas le cas, mais il n'y a pas beaucoup d'études. Puis au niveau de l'entraînement aux habiletés sociales, ben, en remédiation cognitive, on vise la cognition. Puis l'entraînement aux habiletés sociales, ça vise vraiment euh, le comportement. Donc, apprendre par exemple comment initier une conversation, résoudre un conflit, exprimer ses besoins. Fait que l'objectif, c'est d'améliorer nos interactions interpersonnelles. Donc, on ne vise pas les processus cognitifs, mais si on apprend à bien faire valoir son point de vue, à bien s'exprimer, à tenir compte de l'autre, on peut quand même s'attendre, encore une fois, parce qu'on vient modeler nos comportements sociaux, à ce que ça ait un impact positif au niveau de notre théorie de l'esprit, ne serait-ce qu'en nous donnant des opportunités de contact social là, qui sont plus positives. Donc, je laisse la parole à Astrid. Merci. Ben en fait, juste pour vous expliquer aussi, la raison pour laquelle je suis là, c'est que j'ai participé à un projet de recherche dans lequel Elisabeth aussi prenait part. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir faire de la remédiation cognitive en fait avec une neuropsychologue et j'ai justement été sur la plateforme RC2S. Donc ça me rappelle des souvenirs. C'était il y a 3 4 ans, je pense. Donc, je me rappelais plus des noms, Tom, Sylvie, etc. Je me rappelais plus exactement, mais c'est donc j'ai eu la chance d'expérimenter ça aussi, puis de vivre, de faire une thérapie comme sur ce plan-là. Puis ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Puis c'est tellement concret et comme visuel puis facile à comprendre que j'ai vraiment pu faire des liens directs avec ce que je vivais, puis le stress, l'anxiété que j'avais tout le temps dans toutes mes interactions sociales. On s'est rendu compte, parce qu'il y avait plein d'exercices qu'on faisait avec la plateforme, avec les petits avatars. Il y avait des situations qui étaient comme imposées, mais il y avait aussi un moment donné où on échangeait des situations concrètes que j'avais vécues dans ma semaine.
semaine. Puis c'était dans mes devoirs justement de devoir citer des situations puis qu'on en rediscute après. Puis je me rendais compte en fait que ben moi dans mon cas, c'était beaucoup j'avais beaucoup le biais d'attribution de penser que c'était de ma faute. Donc j'étais Marie la fautive 10 fois sur 10. C'était tout le temps Marie la fautive. Donc je pensais tout le temps que c'était de ma faute, que j'avais fait quelque chose de mal, que les gens se vengeaient parce que j'avais commis une erreur, mais c'était moi la fautive à l'origine. C'était tout le temps ça qui revenait, puis c'était tellement ben, à chaque fois, c'était ma réponse de dire Marie la fautive, que j'ai vraiment pu voir concrètement, en fait, le biais d'attribution que j'avais systématiquement. Et ça m'a vraiment permis de prendre un pas de recul puis de me rendre compte qu'il y avait aussi d'autres possibilités. Ça se pouvait aussi que la personne en face, je me mets dans Théo l'accusateur, mais ça se pouvait aussi que la personne en face avait tort. Puis dans la situation où du garçon qui m'avait complètement manipulé puis menti, ben c'était de entre guillemets de sa faute à cette situation-là. Ou alors ça se pouvait aussi que ce soit plus comme Max le relax le Max oui c'est ça Max le relax le dirais comme plus quelque chose où c'est genre la faute à personne, puis c'est juste la situation qui donne ce résultat-là, puis il y a pas de fautif, il y a pas de personne à blâmer. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis encore aujourd'hui, il y a des situations où je me dis, est-ce que je suis Marie, est-ce que je suis Max, est-ce que je suis Théo? Je suis pas en train de réfléchir en termes de externe, interne, etc. Mais je pense au personnage, puis je me dis, dans la peau de quel personnage je suis aujourd'hui ou dans cette situation-là, puis ça m'aide vraiment encore aujourd'hui à... Parce que, en tout cas, dans ma situation, c'était vraiment ça, le cœur de toutes mes anxiétés, puis toutes beaucoup de mes problèmes, en tout cas, au niveau social. Puis ça m'a beaucoup aidé aussi de faire l'exercice de quand il y avait une situation où j'interprétais les émotions puis ce que vivait quelqu'un, je me mettais à la place de quelqu'un puis j'étais pas sûre puis ça me travaillait plusieurs jours après, genre j'y repensais plusieurs jours après l'interaction sociale. Ça m'a beaucoup aidé aussi de faire l'exercice dans un premier temps de valider avec la personne, de dire voilà ce que j'ai interprété, j'ai vu que tu avais eu telle expression de faciale avec ton visage, j'ai vu que tu avais dit telle phrase ou que tu avais eu tel comportement, puis voilà ce que j'ai interprété, puis je veux juste valider avec toi, est-ce que c'est ça que tu as vécu toi aussi? Puis 10 fois sur 10, la personne me disait, mais pas du tout, mais oh là là, Astrid, je me rendais même pas compte que tu sais, des fois, je fais un visage j'ai un visage un peu négatif ou quoi, mais c'est juste mon visage au repos, en fait. Il y a pas du tout de colère sur mon visage ou quoi. À l'intérieur, je me sens pas du tout comme ça. Donc, je me suis rendu compte que quasiment 9, ben, j'ai dit 10 fois sur 10, mais 9 fois sur 10, les personnes me disaient, mais pas du tout, en fait. Non, non, t'as rien fait de mal. Non, non, j'étais pas en colère. Non, non. Donc, en fait, ça m'a beaucoup aidé. Puis, la deuxième étape à ça que j'ai vu avec la neuropsychologue, c'est que l'étape 1, c'est de valider avec les personnes et de se rendre compte qu'il y a la plupart du temps pas de problème. Et l'étape 2, c'est d'arrêter de poser la question parce que moi, c'était ça mon problème aussi, c'est que je m'excusais tout le temps, j'allais tout le temps chercher à me faire rassurer, à ce qu'on me dise, mais tout va bien, Astrid, il n'y a pas de problème. Puis ça jouait aussi sur mon estime de moi parce que je me disais, ben, pourquoi je m'excuse tout le temps? Mais en même temps, si je m'excuse pas, je me sens mal, ça me travaille, j'ai envie de pleurer. Euh, les moments où je suis toute seule chez moi, je repasse en boucle ces moments dans ma tête, puis ça joue sur ma culpabilité. Et en fait, l'étape d'après, c'était de toute seule aller chercher le fait d'être rassurée toute seule, en fait. Au lieu d'aller le chercher chez les autres en m'excusant, en venant chercher leur approbation, puis chercher leur validation, puis leur affection pour comme venir calmer un peu mon stress, ben, je me disais, ben,
si jamais, je l'imaginais, si jamais j'allais lui parler, je suis sûre qu'elle me dirait il n'y a pas de problème. Donc, je vais, au lieu d'aller le faire et d'aller tout le temps solliciter les autres pour essayer de retrouver un équilibre dans ma santé mentale puis dans mes états d'âme, ben, j'allais chercher ça moi-même puis je me forçais à ne pas aller vers les autres, m'excuser, à ne pas essayer d'aller chercher tout le temps chez les autres. Puis ça m'a beaucoup aidé aussi parce que c'est bien d'aller valider avec les autres, mais c'est bien aussi de le trouver en soi de ce truc-là de prendre un pas de recul sur la situation puis d'essayer d'avoir un, comme un jugement un peu plus neutre plutôt que toujours penser que c'est de notre faute ou qu'on a fait quelque chose de mal ou etc. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis encore aujourd'hui, dans des situations sociales ou à un anniversaire, à un moment où je rencontre plusieurs personnes, des fois, le lendemain, je suis tentée d'aller m'excuser parce que j'ai coupé la parole une fois et que, oh là là, mon Dieu, c'est tellement grave d'avoir coupé la parole une fois à une personne alors qu'il parlait de quelque chose d'important. Ou alors j'ai rigolé à un moment donné où il fallait pas rigoler. Ou des choses comme ça, j'interprète, etc. Ben, je me force à me dire non. On va pas. Parce que si la situation est très grave et que j'ai vraiment fait de la peine à quelqu'un, là, je pense, j'essaye oui, effectivement, aller m'excuser. Mais la plupart du temps, c'est vraiment des mini-situations qu'on vraiment c'est microscopique là, c'est des choses que j'invente presque. Oui, peut-être que j'ai un petit peu blessé quelqu'un, mais c'est ça, des fois, ça vaut même pas la peine de s'excuser. Ça arrive qu'on coupe la parole à quelqu'un, ça arrive qu'il y ait des petites maladresses, mais la plupart du temps, les gens s'excusent pas pour ça. Puis de moi prendre le recul et de me dire, OK, est-ce que ça vaut la peine qu'il y ait des excuses en bonne et due forme ou est-ce que c'est juste quelque chose que la personne aura oublié 30 secondes après que ce soit arrivé? Et la plupart du temps, les gens, ils oublient 30 secondes après que ce soit arrivé. Donc, c'est ça. C'était vraiment un gros travail pour moi, ça. Puis, mais ça me sert encore aujourd'hui. Puis c'est encore quelque chose que j'utilise au quotidien. Puis c'est encore des petits réflexes, des petits mécanismes que j'ai mis en place puis qui me servent bien dans mon quotidien puis qui permettent d'alléger un peu déjà tout le stress qu'on a au quotidien. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. C'est fou le travail que tu as fait, Astrid, sur toi à quand même un assez jeune âge. Ce que tu as traversé t'a permis d'apprendre des choses qu'on a encore de la difficulté à intégrer tout au long de notre vie, en fait. Donc, merci beaucoup pour ça. C'est gentil, merci. Oui, tout à Est-ce fait. qu'il reste du contenu, Elisabeth? Non, c'est ça, j'allais dire, mais j'allais juste apporter la nuance, puis je trouve tellement que c'est important, la nuance que tu as apportée, Astrid, tu sais, de se dire comme, oui, aller vérifier, mais à un moment donné aussi développer une estime de soi qui se renforce de plus en plus, puis qui nous Mhm. amène à être capable de se faire confiance, puis graduellement de faire confiance à nos jugements, puis de tolérer que ça va être un peu inconfortable pendant un moment, mais qu'à un moment donné, on va comme passer par-dessus. Je pense que tu es un exemple parfait de comment ça peut aider, puis mais ça demande beaucoup d'investissement, puis tu le fais aussi, là, fait que... Mais ça aide sur l'anxiété, assurément, là, d'apprendre à s'auto-rassurer, là. Oui. Je vais arrêter le partage parce que j'ai plus de... J'invite les gens à poser leurs questions dans le clavardage ou sur le QR qui est au bas de l'écran. Si vous avez des questions, il y a quelqu'un qui demandait plutôt est-ce qu'il y a des outils cliniques disponibles pour les intervenants adaptés pour travailler la cognition sociale? Je pense que dans la dernière partie, on en a parlé quand même pas mal. Moi, je me questionnais, peut-être que tu l'as dit, Elisabeth, mais ou j'ai peut-être pas saisi cette information-là. L'entraînement avec vidéo, avec Avatar, là, est-ce que c'est accessible à tu sais, à plusieurs endroits au Québec, tu sais, à plusieurs centres hospitaliers ou de traitement ou Actuellement, non, mais je travaille fort là-dessus. Donc, c'est ça, nous, on va commencer des projets de recherche bientôt où on va l'offrir en visioconférence aussi, donc pour les gens qui sont, parce que moi, je suis à Québec, là, donc pour les gens qui ne sont pas nécessairement à Québec. Mhm. Mais c'est ça, pour le moment, c'est pas tout à fait disponible. On en avait un petit peu dans le laboratoire à Martin où on l'avait développé Mhm. initialement. Mais ça s'en vient. C'est une de mes priorités, puis... euh, aussi, peut-être juste pour répondre à la personne qui avait demandé des outils cliniques, simplement vous dire aussi que mon adresse courriel est à la fin de la présentation, puis ça va me faire vraiment, puis sincèrement plaisir, je le dis pas pour que ce soit, ça paraisse bien, là, ça me fait vraiment plaisir d'aider les gens, les cliniciens
rentrer des trucs qui sont réalistes dans leur pratique clinique. Je le fais souvent pour différents neuropsies, mais ça me ferait vraiment plaisir de le faire aussi. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Le courriel est ouvert. Parfait, merci beaucoup. D'ailleurs, oui, c'est ça. Ben, en fait, je voulais juste mentionner aux gens qui sont là que on le constate dans plusieurs situations, sur plusieurs éléments, comme la remédiation cognitive aussi. Souvent, la porte d'entrée pour avoir ces services-là, puis même en priorité, puis avant les autres, c'est souvent de participer à un projet de recherche qui donne accès à toutes sortes de choses intéressantes, mais qui ne sont pas encore diffusées à travers le Québec, là. Petite question, peut-être personnelle même, les avatars, est-ce que pour la théorie de l'esprit, est-ce que ça se travaille aussi en autisme avec ce genre d'outil-là? Oui, le programme est utilisé aussi. Nous, on ne l'a pas utilisé au Québec, mais en France, où il a été développé initialement, il est Ok. utilisé régulièrement avec Génial. différents troubles neurodéveloppementaux, en fait, là. Ouais. Génial, quelle bonne idée, quel bel outil. Est-ce que j'ai d'autres questions? Ben là, on a beaucoup de remerciements pour Astrid, qui est un bel exemple de rétablissement et de résilience, et puis pour la présentation très pertinente et enrichissante, et puis bref, très inspirant pour éclairer plusieurs situations. Denis, est-ce que tu avais des questions? Est-ce que tout à l'heure tu m'écrivais que Ben, ça avait suscité plein ben, de questions? c'est vrai, honnêtement, j'ai trouvé ça excellent. Puis le build-up est fait que les questions que j'avais au début, là, j'en ai une, mais est un peu au niveau des définitions. Parce que quand vous avez commencé à parler, vous avez nommé une fois les inférences. Puis après, j'étais pas capable de voir la différence entre une inférence, qui est souvent une interprétation, là, tu sais, mais qui est liée à notre passé, à des enjeux perso et tout ça, et un biais cognitif. Êtes-vous capable de me le résumer en une phrase ou Oui, mais c'est super intéressant comme question parce que c'est ça, moi je travaille beaucoup avec Amélie Achin justement qui va venir voir le mois prochain, puis c'est les réflexions qu'on a en fait. Nous, on a plus tendance, la façon qu'on est en train d'enligner notre perception de tout ça, c'est qu'on le voit vraiment comme des représentations de l'état mental de l'autre personne. Mhm. Puis la théorie de l'esprit, on va l'utiliser quand on a beaucoup d'informations, puis nos biais d'attribution, souvent, ils vont arriver quand on n'en a pas beaucoup, puis qu'on on n'est pas sûr, on n'est pas sûr comment interpréter les choses. Mais les deux, c'est vraiment une façon de se représenter les états mentaux des autres. Donc, la question est vraiment importante parce qu'on est en train de la réfléchir, en fait. Mais tout le monde le dit là, dans le chat, les exemples d'Astrid, c'était wow, puis merci de la confiance, puis du partage. Et puis c'est ça quand on est notre propre outil d'intervention. Merci de la confiance que tu nous as apportée. Merci Elisabeth pour le partage. On apprend des choses, puis c'est le fun, comme tu disais, c'est un petit milieu. Puis on a eu M. Lepage il y a quelques mois. On va avoir Amélie là, c'est le mois prochain. Je trouve que c'est vraiment c'est Tania qui va tous vous chercher une après l'autre et qui nous permet d'avoir ça. Donc, on apprend toujours beaucoup. Merci. Oui, ben merci Elisabeth d'être allée chercher Astrid parce que c'est vraiment très important pour nous d'avoir quelqu'un avec un savoir expérientiel. Puis moi aussi, j'en repars avec plusieurs apprentissages utiles pour ma santé mentale, mais aussi au niveau de l'autisme. Donc, on a encore des commentaires très complémentaires et enrichissants. Magnifique présentation, très pertinent. J'ai hâte d'explorer plus profondément ce concept. Bravo aussi à Astrid pour sa belle contribution. Elle enrichit la présentation et aide à notre compréhension. Ça semble assez unanime. Oh, j'ai une question. Bonsoir, est-ce que la remédiation cognitive est aussi appropriée, utile dans le cas de psychose qui accompagne une dépression majeure ou un autre problème de santé mentale? Oui, en fait, la remédiation cognitive, là, on l'a regardé beaucoup sous l'angle des troubles psychotiques, mais elle a été validée auprès de plein de personnes qui ont différents profils, différentes difficultés, différents symptômes cliniques. Je dirais, tu sais, que peut-être la question des fois qu'il faut se poser, c'est juste, est-ce que c'est le bon moment pour moi? Fait que, tu sais, des fois, on voit de la remédiation qui se fait directement sur des unités d'hospitalisation, fait qu'on peut le faire. Mais tu sais, des fois, c'est de voir un peu dans mon cheminement, est-ce que c'est le bon moment pour moi? Puis c'est-tu là que j'ai envie de mettre mon énergie? Parce que je pense qu'Astrid peut en témoigner, ça demande quand même un investissement de soi, là. Ça demande du temps, du travail, de la réflexion, puis des fois, ben, c'est de se mettre un petit peu à vif, là. Mais tu sais, il n'y a aucune contre-indication au niveau des diagnostics, là. L'efficacité est démontrée dans différents diagnostics, là. Ça, il n'y a pas un problème là-dedans.
Merci. Moi, j'en parle aussi avec une nouvelle conception par rapport à mes collègues père aidant, père aidante. On en a plusieurs dans l'équipe. Mais quand Astrid, tu parlais du fait d'à quel point ça pouvait affecter la confiance en soi, de se rendre compte que nos perceptions étaient biaisées ou même fausses, c'est quelque chose qui doit prendre quand même du temps à se reconstruire. Est-ce que tu as eu de l'aide de la part de tes proches ou tu sais, de d'autres personnes autres que le suivi psychiatrique ou psychologique? Oui, bah merci beaucoup déjà. Puis oui, oui vraiment, bah, toutes les personnes autour de moi savaient que j'avais vraiment cet enjeu. Mais à commencer par, bah, en fait, au travail, c'était, par exemple, ma manager était beaucoup, elle savait ce qui s'était passé, puis elle avait connaissance de mon diagnostic, puis elle était tout le temps en train de me booster, puis de me dire, je sais que tu es capable, je sais que tu as raison. Mets ton pied à terre, affirme-toi, je suis là aussi dans la pièce. Puis et puis Mm. c'est vrai qu'il y avait des situations où j'arrivais pas à m'affirmer et elle arrivait puis elle me prenait ma défense. Puis petit à petit, j'arrivais à le faire moi-même. Puis au fur et à mesure du temps, j'arrivais à le faire moi-même parce que je suis pas, j'ai oublié de le préciser, mais je suis pas père aidante à temps plein. Je travaille en marketing, donc j'ai complètement, c'est comme j'ai aussi comme une carrière dans ce domaine-là. Donc, c'est pour ça, quand je dis que je me fais challenger, c'est pas du tout par rapport à la santé mentale, c'est vraiment comme à propos de mes stratégies marketing. Donc, Ben, c'est beau de voir qu'il y a des alliés, même dans un milieu de travail où il n'y a pas nécessairement de connaissances approfondies sur la santé mentale, là. Donc, ouais, vraiment, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Puis dans ma vie personnelle aussi, mes proches qui m'encourageaient ou qui me validaient en disant, mais t'as raison, ou alors tu sais, toi tu le sais. Puis mhm, j'étais tout le temps en train de remettre en cause, des fois moi-même ce que je ressentais. Puis les personnes me disaient, mais tu le sais. Puis Astrid, tu vois des psychologues, tu es suivie, tu as des médicaments comme pourquoi est-ce que ce serait faux ce que tu penses? Pourquoi il m'invitait à me dire, à avoir ce recul et de me dire, mais tu fais tout ce qu'il faut, puis tout va bien en ce moment. Pourquoi est-ce que ton jugement serait faux aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tout à coup, alors que tous les éléments, tu fais tous les efforts qu'il faut, pourquoi est-ce que ça marcherait pas et que, enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est comme vraiment les gens autour de moi qui m'aidaient à me valider, puis à m'encourager, puis à reprendre cette confiance-là petit à petit. Puis ça a vraiment pris du temps, honnêtement. Là, mhm, ça a vraiment pris du temps. Puis j'ajouterais aussi que dans certaines situations, avec certaines personnes, c'était utile de me dévoiler. Mais il y a eu d'autres situations, heureusement, c'était pas la majeure partie du temps, c'est arrivé rarement, mais il y a eu aussi des situations où ça m'a desservi de dévoiler mon diagnostic et que comme ça s'est un peu entre guillemets retourné contre moi, même s'il n'y a aucune raison que ça se retourne contre quelqu'un, mais enfin, s'il y a des personnes un peu entre guillemets mal intentionnées ou mhm. maladroites ou pas éduquées sur le sujet, il y a eu des situations, je pense, professionnelles où ça s'est retourné contre moi. Ils ont Euh, mal utilisé l'information, là. Exact, exact. Mm. Mais il y a eu aussi la plupart du temps, puis c'est vraiment la plupart du temps où ça m'a aidé, puis ça m'a au contraire aidé à prendre le dessus par rapport à tout ça, puis à reprendre confiance en moi. Mais je suis comme j'ai un avis dans les premiers dans les débuts de mon rétablissement, j'étais plus d'avis à me dévoiler Mhm. systématiquement. Je voyais pas pourquoi j'aurais honte, je voyais pas pourquoi ça poserait problème. Puis pour moi, la stigmatisation, c'était quelque chose qui se combattait comme ça. Mais maintenant, je suis plus modérée et je suis plus... ça dépend des situations, puis ça dépend des contextes, ça dépend des personnes. Mhm. C'est Euh, intéressant. Puis les pères aidants sont vraiment utiles pour aider les personnes qui vivent avec la schizophrénie ou les psychoses apparentées à réfléchir sur le dévoilement, puis quand est-ce que c'est important ou essentiel, quand est-ce que c'est l'est moins. En tout cas, j'invite les gens présents à contacter les pères aidants s'ils veulent l'accompagnement là-dessus. Quant au monsieur avec l'application, le dating, j'ai juste une chose à dire, karma. En tout cas. Voilà. Sinon, ben, je voulais saluer aussi la psychiatre qui a été quand même alerte puis bienveillante tu sais, au niveau parce que c'est vrai qu'elle a pris le temps d'analyser la situation dans son ensemble plutôt que de juste réagir aux premières impressions, là. Ça aussi, ça doit aider d'avoir une équipe traitante qui est compréhensive, qui est ouverte puis qui a de l'écoute, là. Ah oui, vraiment. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance, puis je suis...
Oui, vraiment. Mm. Ok, ben écoutez, j'ai pas d'autres questions dans le clavardage. J'en ai pas non plus dans le QR. Donc, ben, un grand merci. C'était super intéressant. Ça a passé très vite. Donc, je pense qu'on repart avec beaucoup de connaissances théoriques et pratiques qui vont nous être utiles. Donc, merci beaucoup, mesdames, du temps que vous nous avez donné. Merci pour l'invitation. Ça, tout le Merci. Bonne monde. soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir.